Bonjour à tous. Merci pour votre présence ce matin. Pour les plus courageux, c'est la fin de l'année. On assiste à la dernière matinale DeFi, Web3, tokenisation de Finance Innovation. C'est un projet qu'on a lancé depuis maintenant 1 an avec des fidèles comme Mehdi Labani. Je me présente, je suis Cyril Armand, je suis le directeur général adjoint de Finance Innovation. Aujourd'hui, on va parler de tokenisation, terme à mon avis qui sera un mot-clé en 2024. L'idée, effectivement, c'est de voir un petit peu quelle réalité qu'on a autour de ces sujets, réalité qu'elle soit juridique, fiscale, et même en cas d'usage, en fait. Qu'est-ce qu'il en ressort, quels sont les premiers retours d'expérience autour de ce sujet. Et puis, je suis vraiment ravi de recevoir François de Chazelle de Thallium, membre de Finance Innovation, qui va nous expliquer tout ça. François est un acteur important de la tokenisation. Et je suis très heureux, effectivement, aujourd'hui, avec nos invités, de illustrer, d'incarner un petit peu cette notion clé. Je vais pas tarder. En tout cas, un grand merci à vous, un grand merci pour votre fidélité. On continuera évidemment, justement, ce format en 2024 avec plein de nouvelles idées. Mais voilà, je laisse la parole à mon ami Mehdi pour modérer, animer et mettre tous ces enjeux en perspective. Merci à vous et bonne journée. Merci beaucoup Cyril, merci à Finance Innovation d'accueillir les matinales de la DeFi. On est l'épisode 8 déjà. Donc c'est une série qu'on a lancée et je remercie Finance Innovation et Cyril de l'avoir menée. Donc je vais rentrer dans le vif du sujet, mais je vais quand même commencer à présenter les experts que je connais leur expertise et je suis vraiment content qu'on a fait cette table ronde avec cette compétence transversale et complémentaire. Je vais commencer par toi, cher François. Tu as un CV très long, mais j'essaie de raccourcir un peu. Donc voilà, de formation initiale ingénieur, diplômé d'MIT, qui a 25 ans d'expérience professionnelle, essentiellement sur le projet de transformation digitale. Et j'insiste sur le digital, parce que je pense qu'après, vous allez savoir pourquoi. Pour des clients allant de la start-up au géant international, ce qui l'anime, François, c'est solutionner de vrais besoins d'entreprise avec l'état d'art des technologies. Depuis 11 ans, CEO et cofondateur de Thallium, c'est quand même une entreprise assez connue dans la tokenisation, une société d'ingénierie informatique experte dans les projets blockchain, qui édite depuis 2018 une des plateformes, et je te poserai la question tout à l'heure, de tokenisation la plus complète du marché, Thallium Asset. Cette plateforme est utilisée par une centaine de projets de tokenisation sur plus de 10 pays pour réaliser les levées de fonds. Pas seulement ça, gérer le cycle de vie des actifs, notamment pour des projets de tokenisation immobilière. Et ce sera le sujet qui va nous rassembler aujourd'hui. À côté de lui, au milieu, comme un marié, voilà, c'est M. Arnaud. Arnaud Touati, avocat de la place très connu, qui est associé chez Hashtag Avocat. D'ailleurs, j'aime bien beaucoup ton nom de cabinet avec le hashtag. Se spécialise sur le domaine du numérique depuis longtemps, depuis 2015 quand même. Le Web3 constitue un secteur d'activité majeur pour le cabinet. Et j'étais entendu parler que tu m'as dit ça représente 50% de ton travail. Parmi les clients et des divers sujets liés à l'écosystème Web3, la blockchain, aux crypto-monnaies, la tokenisation occupe une place importante. Mais dans la partie de tokenisation, il y a aussi la tokenisation immobilière. Franchement, je suis vraiment ravi de t'avoir aujourd'hui parmi le panel. Merci beaucoup à toi d'être présent. À ta gauche, nous avons le Axel, qui complète avec toi un duo d'enfer. Donc Axel Sabon est un avocat fiscaliste depuis 6 ans et intervient depuis ses débuts fin 2017 sur le secteur de crypto et du Web3. Tu as fondé en 2021 le cabinet Revo Avocat dans l'activité exclusivement liée aux enjeux fiscaux français et internationaux de ce secteur. Tu interviens au stade du conseil comme du contentieux pour une clientèle composée d'entreprises, de particuliers, de mineurs. Ce qu'on dit mineurs, c'est mineurs de Bitcoin et de crypto, de traders et de développeurs informatiques. Bienvenue à toi et merci d'être rejoint à ce panel. En tout cas, je suis vraiment ravi de vous accueillir chez Finance Innovation. Je remercie les personnes qui sont matinales et qui sont là. Il y aura un replay pour les personnes qui vont nous revoir cette émission. Donc, je vais commencer pour planter le décor avec toi, François. Et je vais quand même te poser une question, parce que là, on parle de tokenisation. J'aurais bien aimé te poser la question qui a l'air faussement naïve. La tokenisation, c'est quoi? Et pourquoi parlons-on de l'immobilier en ce moment? Merci Mehdi pour la question. La tokenisation, c'est une solution technologique qui permet de représenter de manière digitale. Est-ce qu'on m'entend bien? Allô? Oui.
qui permet de représenter de manière digitale un actif. Alors un actif, ça peut être un titre financier, ça peut être d'autres choses, mais l'intérêt de la représentation digitale, c'est que cet actif va être facilement transférable. Donc si on parle notamment de titres financiers, comme par exemple notamment dans le secteur de l'immobilier, où un certain nombre de projets, mais pas tous, utilisent du titre financier de type action, obligation, part de fonds, ou contrat de cession de revenus futurs en l'occurrence. L'intérêt, c'est que entre deux investisseurs, une opération de marché secondaire sera beaucoup plus simple, parce qu'il suffira de transférer un actif digital qui porte le droit. Et le mot transférable est hyper important. Le mot transférable est absolument crucial. C'est ce qui fait la différence entre la tokenisation et d'autres technologies de digitalisation. C'est qu'effectivement, depuis mes confrères mes chers voisins pourront en parler beaucoup mieux que moi, mais effectivement, il y a un cadre juridique qui permet de représenter des titres financiers de manière digitale. L'intérêt de la chose, c'est quoi ? C'est que quand c'est pas digitalisé, le monde n'a pas attendu la digitalisation pour faire tout un tas de choses avec des titres financiers, notamment le secteur de l'immobilier. Il se trouve qu'à partir du moment où on a pu digitaliser un actif, on peut se permettre d'automatiser un maximum de processus, et ça a tout un tas de conséquences qui intéressent tous les acteurs, qui sont l'efficacité par la digitalisation de processus, la réduction de coûts par l'automatisation d'un maximum de processus et le court-circuitage d'un certain nombre d'acteurs tiers. Et également, ça va également être très intéressant pour les investisseurs, parce que cet actif devenant facilement transférable, et ce transfert étant programmable, c'est-à-dire que les conditions à exécuter lors d'une opération de marché secondaire pouvant être digitalisées et automatisées, on va pouvoir réduire considérablement les coûts d'opérations de marché secondaire, donc considérablement simplifier ces opérations. La conséquence, c'est quoi ? C'est que pour les investisseurs, l'investissement devient moins risqué parce qu'il y a des possibilités de meilleure liquidité. Non seulement il y a ça, mais également, alors ça c'est en train de se développer, pour le coup c'est vraiment très nouveau, mais on est convaincu, nous de notre côté, parce qu'on voit la demande, on est convaincu que ça va se développer dès 2024 en l'occurrence. Également la possibilité qu'une fois qu'on a un actif qui est digitalisé, potentiellement pouvoir le collatéraliser pour lever de la dette. Et voilà, donc ça devient un levier pour dynamiser le marché de l'investissement. Et donc par rapport au secteur immobilier, le secteur immobilier, c'est typiquement un secteur où il y a énormément de problématiques d'investissement. C'est le plus gros marché d'investissement mondial, qui se fait, là encore, par des actions d'obligations, par de fonds. Ça peut être du utility token dans certains scénarios, ça peut être du contrat de cession de revenus futurs. Et on va pouvoir utiliser des SPV, des véhicules d'investissement qui vont permettre de digitaliser, tokeniser et donc fluidifier tout ce marché de l'investissement immobilier. Merci beaucoup. Je vais lui mettre des horloges. En tout cas, ça fait toujours plaisir de voir un ingénieur parler comme un véritable financier. En fait, produits structurés, les obligations. Donc il y a plein de termes qui sont importants, qui sont sous-jacents à cette conférence. Et je suis vraiment ravi de t'avoir avec nous, cher François. Donc je passe la main à Arnaud. Donc voilà. Donc moi, ça m'a toujours intéressé de te poser cette question. Lorsqu'on est dans le Web 2, lorsqu'on est dans le Web 3, pour un avocat, qu'est-ce que ça va changer ? Et quel est le changement qui impacte l'aspect réglementaire de ta profession, cher Arnaud ? Parce que tu es désigné comme étant l'avocat des entrepreneurs du Web 3. C'est incroyable. Alors, juste avant de commencer cette intervention, on a eu justement une petite discussion avec certains d'entre vous dans le public, et une des questions posées était de savoir s'il y avait vraiment un changement significatif entre le Web 2 et le Web 3. Alors François, lui, il a répondu effectivement en expliquant les avantages que ça pouvait générer. Je pense que c'est une surcouche technologique complémentaire par rapport à ce qu'on connaît déjà, notamment dans le fractionnement, c'est-à-dire le crowdfunding, tout simplement, qui existe quand même depuis de nombreuses années et qui fonctionne plutôt bien. D'un point de vue strictement juridique, j'entends bien d'un point de vue strictement juridique, lorsque vous décidez de tokeniser, vous avez grosso modo deux manières de tokeniser un bien immobilier. Étant entendu, toute chose égale par ailleurs, qu'on ne peut pas
fractionner la propriété en tant que telle. Je sais qu'Axel a un petit sujet là-dessus, mais en tout cas, juridiquement, pour ce qui me concerne, on ne peut pas réellement fractionner la propriété en tant que telle en droit français. Les deux seuls cas de copropriété qu'on utilise quand on parle de copropriété en France, c'est peut-être certains d'entre vous sont propriétaires et on dit vous êtes copropriétaire, mais c'est un abus de langage puisque vous n'êtes propriétaire que du bien, effectivement, de votre propre bien personnel, ou alors lorsque dans des cas, notamment des cas d'indivision, c'est-à-dire où, par exemple, dans le cas, c'est pas que dans ce cas-là, mais dans le cas notamment d'une succession, vous êtes entre frères et sœurs, malheureusement, parents décèdent, et à ce moment-là, les biens vous allez retrouver en indivision avec vos frères et sœurs, sauf que nul n'est censé rester dans l'indivision, et que extrêmement rapidement, il va falloir que les frères et sœurs se rachètent les parts, et que finalement, in fine, il y en ait un qui soit propriétaire de l'intégralité. Autrement dit, il n'y a pas possibilité de fractionner la propriété en tant que telle. Donc comment fait-on ? Et là, je vais rejoindre ta question. Il y a deux manières de procéder. Soit on va en réalité créer des jetons dont le sous-jacent va correspondre à un usage en lien avec le bien. Le cas le plus caractéristique, il y en a tout un tas d'autres, mais le cas le plus caractéristique, c'est ce qu'on appelle le time sharing. C'est très simple. Vous détenez un jeton, et modulo le montant de votre investissement, vous pouvez utiliser ce jeton pour habiter le bien un certain nombre de jours à l'année. Ça, c'est de l'utility token. Time sharing, ça me fait penser aux vacances, c'est bien ça. C'est ça, en fait, on partage le temps en fonction des investisseurs. Bon. D'un point de vue juridique, si vous voulez, qu'on soit entre guillemets dans le Web 2 ou dans le Web 3, c'est purement contractuel. Donc il n'y a pas de différence réglementaire entre le Web 2 et le Web 3 pour un avocat. De l'autre côté, l'autre possibilité, c'est de créer, donc François parlait d'un SPV, c'est-à-dire un véhicule créé pour les besoins de la cause, une société. Et cette société va faire l'acquisition du bien immobilier. Et à ce moment-là, il est possible d'émettre des jetons qui correspondent soit aux actions de la société. Dans ce cas-là, c'est une augmentation de capital. Simplement, les actions, elles sont enregistrées sur un registre décentralisé au lieu de l'être sur un registre centralisé. Donc, il n'y a pas de différence de réglementation. Et la deuxième sous-hypothèse avec la création de ce fameux véhicule, de ce SPV, c'est l'émission d'obligations, c'est-à-dire de titres de prêt qui seront tokenisés. De la même manière, ces titres de prêt se retrouveront sur un registre décentralisé, mais en réalité, en termes de réglementation, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que c'est la même réglementation financière qui s'applique en Web 2 et en Web 3, hors blockchain et dans la blockchain. Merci beaucoup. Je passe la parole à Axel. Je suis ravi d'avoir avec nous un complément. Donc, quelque part, vous êtes un binôme extraordinaire. Tu es dans la fiscalité. J'ai une question à te poser parce qu'on a commencé à mettre le décor de notre thème. On a parlé de tokens. J'ai envie de savoir, selon toi, quelle est l'application fiscale liée à chaque type de token ? Parce qu'on a des tokens d'utilité, des tokens de sécurité. Quelles sont les applications fiscales à cela, s'il te plaît ? Alors déjà, il y a une chose qui est très importante à retenir, qui a un peu été creusée par Arnaud, mais qui relève beaucoup de l'abus de langage en France, c'est justement cette distinction entre les security tokens et les utility tokens. Il faut bien comprendre que cette distinction, c'est pas quelque chose qui va s'appliquer en principe en France, parce que la notion de securities telle qu'on l'utilise dans la pratique, en fait, c'est plutôt la notion américaine de securities. Et les qualifications financières et fiscales que l'on va retrouver en France ne vont pas systématiquement se recouper avec la notion de securities. Ça, c'est le premier point, et donc pas forcément avec la notion d'utilities. Le deuxième point, c'est que quand bien même on a quand même un gros tronc commun entre les securities américaines et les titres au sens large, les titres au sens de la réglementation financière en France, cette qualification ne va pas forcément se retrouver en droit fiscal. En fait, ce qu'on appelle titre d'une manière au sens de la réglementation financière, ça recouvre pas mal de réalités au sens de la fiscalité. On est bien dans la fiscalité française. Exactement, au sens de la fiscalité française. Et ça n'obéit pas du tout au même régime d'imposition. Alors, je vais vous citer trois exemples, en fait, qui sont globalement les trois grands systèmes de tokenisation qu'on applique aujourd'hui en France. On a soit la tokenisation de titres sociaux, d'actions ou de parts sociales, enfin de titres de société. Et ça, c'est un régime qui est spécifique en droit français, à savoir que quand on investit dans des titres sociaux, que ce soit actions
ou parts, on a les revenus liés à ces actions. En général, c'est du dividende, donc on a une qualification spécifique des rendements passifs qui sont liés à ces détentions de tokens. On a un régime de plus-value spécifique, celui des plus-values sur valeur mobilière, avec des modes de calcul aussi qui sont évidemment spécifiques, avec éventuellement, selon le moment où on investit, des abattements pour durée de détention. Bon, ça c'est plutôt pour les titres qui ont été anciennement acquis. On peut avoir des exonérations spécifiques liées à des circonstances particulières, départ à la retraite et autres. Bref, on a une catégorie qui est à part. Deuxième type de tokenisation, on a la tokenisation d'obligations. Là encore, les rendements passifs, en fait, c'est pas du tout la même catégorie. C'est qu'on ne va pas du tout être dans la catégorie des dividendes, on va plutôt être dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. C'est pas les mêmes conditions d'imposition. Alors, on a la flat tax dans tous les cas, avec option pour le barème, mais la base imposable va pas forcément être la même. Le moment de l'imposition va pas forcément être le même, et les ventes ne vont pas forcément être les mêmes non plus. On va pas avoir les mêmes droits dessus. Et notamment, alors là, je parle pour l'impôt sur le revenu, mais on a aussi les questions d'impôt sur la fortune, à savoir que quand on détient des titres de société à prépondérance immobilière, on peut être imposable à l'impôt sur la fortune immobilière, alors que quand on détient des obligations, une obligation sur une société à prépondérance immobilière, ça n'a absolument aucun impact. L'obligation, c'est toujours de la dette. Exactement, c'est de la dette. Et troisième configuration, c'est le titre de créance tokenisé. Et là encore, régime fiscal légèrement différent parce que, alors tant du point de vue de l'émetteur que du souscripteur, en fait, on ne va pas avoir les mêmes modalités de calcul des reventes de tokens, des plus-values sur les reventes de tokens. On ne va pas avoir les mêmes qualifications, les mêmes bases d'imposition sur les rendements passifs. On ne va pas avoir les mêmes obligations déclaratives pour à la fois les souscripteurs, mais aussi pour les émetteurs de tokens lorsqu'ils vont générer des rendements passifs. Bref, en fait, la notion de securities en droit fiscal, ça permet d'avoir une petite spécificité par rapport à la notion d'actif numérique, mais cette notion de securities, en fait, c'est tellement large que ça ne recouvre pas de réalité fiscale. Il faut toujours aller creuser un peu plus dans le détail pour savoir où on se situe. Magnifique, Axel. Je sais que tu peux parler pendant des heures là-dessus. Tu es vraiment passionné, c'est incroyable. Donc là, on a, comme dans mes activités de conseil, de formation, il y avait des projets de NFT, on parle d'ICO, on parle beaucoup de choses. Et là, dernièrement, depuis quelques années, on parlait de tokenisation immobilière. J'ai envie de vous revenir vers toi, cher François. Tu peux prendre le micro, s'il te plaît. Alors. Donc, quel est l'état de marché, toi qui es en contact avec les professionnels, les porteurs de projets, les petites entreprises, les grandes entreprises? J'aurais bien aimé que tu nous éclaires un peu, de donner la température et l'état de marché, s'il te plaît. Alors la question est vraiment intéressante parce que c'est une question qu'on s'est posée pendant en fait des années. C'est-à-dire que nous, on est dans la tokenisation depuis 2018. Je pense que tous les acteurs autour de la planète de la tokenisation pensaient que ça décollerait dès 2019 et avaient fait ces prévisions là-dessus. En fait, ça n'a pas du tout été le cas pour diverses raisons. Un, parce que on parle de choses complexes. Donc, quitte à passer à un mode de fonctionnement qu'il y avait avant sur la gestion de certains actifs d'investissement à d'autres, il y a beaucoup de développement à faire, sachant que ça doit être des choses très sécurisées. Donc, déjà, de toute manière, il y avait du temps. Deuxièmement, il y a eu une erreur de communication de l'écosystème, c'est-à-dire que les acteurs, que ce soit les émetteurs, que ce soit les intermédiaires financiers, que ce soit les investisseurs, eux, en réalité, se contrefichent de la techno. Ils se contrefichent de la tokenisation. Pour eux, c'est un gros mot. Eux, ce qui les intéresse, c'est les valeurs ajoutées. Les valeurs ajoutées, c'est gain de productivité, gain d'efficacité, réduction des coûts, réduction des risques, etc. Voilà. Donc, il y a eu un petit travail. Et à côté de ça, il y a eu effectivement le parallèle FTX, etc., avec des connotations autour de la blockchain. Bon. Les choses ont changé. Véritablement, nous, on a clairement vu une sorte de changement assez clair dans le calendrier à partir de juin dernier, où les gens commençaient à parler de ce fameux RWA, même si c'est peut-être un buzzword, les Real World Assets, donc la représentation digitale d'actifs différents, et notamment côté immobilier. Nous, ce qu'on a vu sur le terrain, c'est que c'est vrai. C'est que c'est
à peu près à partir de là, les projets qui sont venus vers nous, il y a eu beaucoup plus de projets justement de type real world asset Juste et une petite immobilier. remarque, parce qu'avant on parlait de tout ce qui concerne les sous-jacents de l'or qu'on touche, Oui, les lingots d'or. Là on parle de la pierre et quelque part c'est toujours réel. tout à fait. Mais il y a également des projets côté tokenisation d'or et d'autres projets de ce type. Mais en tout cas, notamment côté immobilier, effectivement, il y a eu un changement. Et la chose très intéressante qu'on constate maintenant, c'est qu'effectivement, il y a tout un tas de projets maintenant qui se développent. Alors tous ne réussiront pas, hein, bien entendu, mais il y a véritablement un certain nombre de projets qui se lancent et où on voit où le message, effectivement, on a compris qu'il y avait l'erreur de message dont je parlais tout à l'heure et les gens commencent à y adhérer. Donc véritablement, il y a une dynamique vraie qu'on constate nous-mêmes avec de plus en plus de projets de tokenisation immobilière, avec des contacts et des clients qui, cette fois-ci, ont compris, ils ne parlent plus de tokenisation, ils parlent directement des avantages et veulent la mise en œuvre. Ce qui manque pour aller encore un petit peu plus loin, c'est maintenant capitaliser complètement sur les avantages de la tokenisation, c'est-à-dire avoir des places de marché secondaires régulées. Voilà, ça va venir. Donc le côté intéressant, c'est qu'on peut avancer avec les projets aujourd'hui de tokenisation. Il y a des plateformes comme la nôtre qui sont matures et qui permettent véritablement d'avancer. Et quand bien même il manque encore des places de marché secondaires régulées, elles vont venir. Et les plateformes de collatéralisation, elles vont venir. Donc on peut bénéficier des avantages, quitte à ce qu'on bénéficie des avantages aujourd'hui et tous les avantages possibles viendront après avec les mêmes actifs qui ont été tokenisés aujourd'hui. Bien entendu, le marché secondaire, si on peut caricaturer pour vulgariser, c'est comme l'occasion. Donc ça permet aux personnes qui ont déjà eu une tokenisation de permettre d'acheter et de revendre. Je suis quelqu'un qui... un investissement, c'est toujours un risque. C'est une prise de risque. Voilà. Et cette prise de risque, on la gère. Et une manière de la gérer, c'est dire, si jamais j'ai besoin de liquidité, si j'ai besoin de sous, je veux pouvoir revendre. Et la possibilité du marché secondaire, c'est faciliter le fait que si jamais je souhaite revendre, j'ai ces possibilités. Merci beaucoup à toi. Je te redonne la parole. Peut-être juste pour rebondir sur ce que tu as dit, François. Vous savez, quand on parle de la blockchain, on en revient toujours à qu'est-ce qui fait les avantages d'utiliser la technologie blockchain justement par rapport à une technologie qui n'est pas blockchain. Et effectivement, il y a souvent, on cite l'accessibilité, le fait qu'on permette de rendre l'investissement plus accessible. Pour autant, comme je l'indiquais tout à l'heure, le crowdfunding, ça permet déjà depuis de nombreuses années de rendre l'investissement accessible. Donc finalement, de ce point de vue-là, le Web3 à la base la blockchain n'a pas forcément été tant un avantage que ça. Ça a même parfois été un désavantage, qui existe moins maintenant, mais ça a été un désavantage, notamment à l'époque d'FTX. Pourquoi ? Parce que moi, je voyais un certain nombre de mes clients qui venaient avec l'idée d'aller sur de la blockchain et qui finalement renonçaient parce que c'était perçu justement comme un frein potentiel dans le cadre de l'évolution de leur business. Donc ça, c'est un des premiers avantages qui finalement n'en est pas tant un que ça, maintenant un peu plus qu'il y a quelques mois. Il y a la transparence et l'efficacité. Tu évoquais tout à l'heure les coûts de structure, et c'est vrai que de ce point de vue-là, il y a un intérêt à utiliser la blockchain par rapport à des solutions qui ne le sont pas. Encore faut-il faire connaître des plateformes comme la tienne pour montrer effectivement le gain financier que ça peut générer. Et puis il y a un troisième sujet, qui est le sujet de la liquidité. Alors tout à l'heure, Mehdi, tu posais la question de la réglementation. Voilà, est-ce que la réglementation en matière de blockchain, elle diffère de l'absence de blockchain ? La réponse est non. Et effectivement, un des sujets majeurs, c'est le sujet de la liquidité. Alors, je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous qui investissent dans du private equity, mais le problème du private equity, classiquement, c'est que du coup, vous ne pouvez pas sortir facilement quand vous voulez sortir. Hein. Vous achetez des actions d'une start-up. La réalité, c'est qu'il faut que vous trouviez un acheteur pour vous les racheter, et qu'en général, ou alors il faut attendre un nouveau tour de table, et qu'à un moment, vous finissiez par avoir la possibilité de revendre à un fonds qui investit en série A, B, C ou D. Et en réalité, en moyenne, on sait que lorsqu'on achète une action, il faut attendre 6-7 ans pour sortir. Donc c'est vrai que c'est compliqué d'investir dans un domaine dans lequel il n'y a pas de liquidité ou il y a peu de liquidité. Ça, c'est un vrai sujet. Bon. Là, quand la technologie blockchain est arrivée, on a dit « Ok, c'est formidable, on va avoir une vraie liquidité de marché ». Sauf que, on en revient toujours à la réglementation, on en revient toujours aux places de marché secondaires.
À l'heure d'aujourd'hui, ce qu'on peut faire en matière de titres financiers, puisque on va être très clair, la majeure partie des projets de tokenisation vont vers des security tokens. On peut être content, on peut le déplorer, c'est un fait. Et la liquidité est quasi inexistante, puisque la réglementation, elle se limite à ce qu'on appelle un tableau d'affichage. C'est quoi un tableau d'affichage? C'est imaginer le Bon Coin sans le chat qui vous permettent en interne de prendre contact entre les acheteurs et les vendeurs. Donc voilà, vous voulez vendre un t-shirt, vous avez été vendre t-shirt 20 € et vous mettez votre mail et votre numéro de téléphone et vous attendez que les gens vous contactent directement. Ce n'est pas vraiment la définition de la facilitation pour pouvoir approcher les intérêts vendeurs et acheteurs. Ce n'est pas le but d'ailleurs. Le but, c'est simplement de les afficher. Donc évidemment, il y a un sujet. Alors, il y a un régime, je parlais de réglementation tout à l'heure, il y a un régime qui est le régime DLT-TSS, qui est un régime européen qui doit permettre de créer des véritables places de marché secondaires de titres financiers tokenisés. Grosso modo, et pour faire simple, c'est Euronext, Alternext et quelques banques qui, effectivement, vont créer en réalité des bourses exactement comme celles qu'on connaît dans le marché financier non coté classique. Donc après, ça va avoir des avantages, évidemment, puisque ça va vous permettre, si vous êtes porteur de projet, de décider de faire lister votre jeton sur ces plateformes-là. Mais après, évidemment, vous ne serez pas maître à bord et vous dépendrez de ces structures-là dont les coûts ne sont pas encore connus à date. Voilà. Mais donc, pour l'instant, en tout cas, la technologie blockchain offre des avantages qui sont extrêmement importants. Mais effectivement, on attend que la réglementation puisse réellement permettre à cette technologie de montrer sa véritable valeur. Merci beaucoup Arnaud de ton intervention. Tu m'as soufflé une très belle perche à notre ami Axel. Et revenir après avec Arnaud, avec François sur la tokenisation immobilière. Moi, j'ai envie d'avoir ton œil d'expert de fiscaliste. On a parlé de tokenisation, mais il y en a plusieurs choses. La tokenisation de titres sociaux, tokenisation d'obligations, tokenisation de créances, tokenisation d'actifs numériques. Est-ce que tu peux nous donner sur le plan fiscal la différence de ces termes-là, s'il te plaît? Tu n'as pas 2 heures, tu as juste quelques minutes. Alors il va y avoir pas mal de différences en réalité, à la fois du côté de l'émetteur et du côté de l'investisseur. Et c'est ça qui est intéressant en fait, c'est de comprendre un petit peu quelles sont les petites subtilités entre ces différents types de tokenisation pour savoir est-ce qu'il existe des barrières à l'entrée, enfin pas forcément des barrières à l'entrée, mais en tout cas est-ce qu'il existe des frottements fiscaux spécifiques pour les investisseurs, pour les émetteurs. Globalement, il y a déjà les grosses différences juridiques, savoir à quoi on s'engage effectivement. Par exemple, selon les 3 grands... Alors, il y a la tokenisation d'actifs numériques qui est un peu à mettre à l'écart parce que c'est la tokenisation la moins contraignante. Mais comme le disait Arnaud, en réalité, des tokenisations telles qu'elles sont conçues aujourd'hui, en réalité, la notion d'actifs numériques au sens fiscal, c'est une notion qui est extrêmement large, extrêmement vague, et on va, dans quasiment tous les cas, avoir une définition un peu plus spéciale qui va s'appliquer. On a un grand principe en droit qui fait que dès lors qu'on a une règle spéciale, on déroge à la règle générale. Et ça vaut en matière de qualification. Donc, globalement, un actif numérique au sens fiscal, c'est tout ce qui est représentable sur une blockchain. De manière très simple, je schématise, mais c'est à peu près ça, c'est la définition du code monétaire et financier. Et puis, au sein de ce qui est représentable sur une blockchain, au sein de ce qui est représenté plutôt sur une blockchain, on peut avoir des choses un peu plus particulières. Par exemple, une action, une obligation, un titre de créance, et ça, en fait, d'un point de vue fiscal, on a des définitions fiscales spécifiques, et étant donné que, voilà, on est sur une règle spécifique, oui. Peut-être je vais juste ajouter un petit point en comparaison, si tu permets, Mehdi, entre la partie fiscale et la partie réglementaire. Pourquoi j'évoquais tout à l'heure le fait qu'il y avait de plus en plus de security tokens, de titres financiers? C'est parce qu'on a, depuis la loi Pacte de 2019, dans le code monétaire et financier, on a une disposition qui précise que tout ce qui a les caractéristiques d'un titre financier doit être requalifié en titre financier. Et le problème, c'est que ce terme-là, extrêmement évanescent des caractéristiques, permet en réalité d'avoir une vision extrêmement extensive de ce qu'est le titre financier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de l'instant où vous avez un flux financier entre l'émetteur et le détenteur du jeton, et donc une logique de revenus associés, et bien à ce moment-là, il y a une volonté, notamment de la part du régulateur, de requalifier les tokens en titres financiers. Ce qui est un vrai sujet d'ailleurs, et ce qui aboutit, à mon avis, à mon sens, d'ici quelques années, à ce qu'il y ait de moins en moins d'actifs numériques et de plus en plus de titres financiers. Voilà, c'était juste pour mettre en parallèle par rapport à ce que tu
Merci Arnaud. Effectivement, c'est un très bon point. Oui, sur la définition des actifs numériques, il y a quand même un certain nombre d'exclusions qui vont s'appliquer en matière de tokenisation. Après, pour revenir en fait dans le concret sur quelles sont les grosses différences. Alors du côté du souscripteur, il va y avoir un point de différence énorme et en fait ça a beaucoup d'impact sur la manière dont on va investir. C'est dès lors qu'on va avoir la qualification de security au sens large. Encore une fois, vous avez compris que security, je vais englober pour les besoins des discussions là, à la fois les actions, les obligations et les titres de créance. Dès lors qu'on va investir dans des securities au moyen d'actifs numériques, en tout cas quand on est un particulier, ça va systématiquement déclencher une plus-value sur actifs numériques. Ça, c'est quand même une grosse barrière à l'entrée, à savoir qu'on se retrouve avec du Bitcoin, par exemple, ou des Ethers, et je vais acheter mon titre, mon actif tokenisé, mon actif immobilier tokenisé. Je reçois des jetons en contrepartie, mais je dois payer une plus-value. Imaginons que je sois en plus-value à 100% sur mon portefeuille, et j'ai investi très tôt dans les actifs numériques. Bon, bah voilà, en gros, on est directement amputé de 30% de son investissement. En tout cas, il faut ressortir une partie de son investissement l'année suivante. Donc, c'est extrêmement pénalisant. Ensuite, du côté des rendements passifs, également, la question, et ça c'est quelque chose qu'on me pose souvent comme question d'un point de vue professionnel, c'est cet imaginaire comme quoi dès qu'on reste dans le monde crypto, il n'y a pas d'imposition. Ça c'est on ne peut plus faux, à savoir que ce qu'on connaît généralement sous le nom d'exonération des opérations crypto-crypto, dans le régime de plus-value sur actifs numériques, ça s'applique déjà uniquement aux particuliers. Et ça s'applique uniquement à un type d'opération, les ventes d'actifs numériques contre un actif numérique. Si on vend des actifs numériques contre quelque chose qui n'est pas un actif numérique, on a une plus-value. C'est ce dont je parlais sur les security tokens. Mais ça veut dire que si on n'est pas dans une configuration de type vente ou assimilé à une vente, ben on peut avoir une imposition. Typiquement, les rendements passifs qui sont qualifiables d'intérêt, bah, c'est des revenus de capitaux mobiliers. Les revenus de créance, c'est des revenus de capitaux mobiliers aussi. Oui. Juste petit commentaire, précisément pour... Tu as bien dit la terminologie actif numérique, où dans le droit français, il y a fait une différence entre l'actif numérique et le security token. Dans d'autres pays, ce qu'ils appellent actif numérique peut représenter security. Non, actif numérique, c'est précisément pas un security token. C'est-à-dire que ce dont tu parles, si par exemple il y avait, maintenant je vous laisserai commenter là-dessus parce que vous le savez beaucoup mieux que moi, mais si effectivement il y a l'achat d'un security token avec du Bitcoin par exemple, c'est pas parce qu'on a utilisé un actif numérique qui est le Bitcoin pour acheter quelque chose qui est sur la blockchain qu'il n'y a pas de taxe. Là, pour le coup, si on achète un security token, ce n'est pas un actif numérique. Et voilà. Exactement. En fait, il y a soit les security tokens qui sont expressément exclus de la définition des actifs numériques par comme intérêt financier. Mais voilà, ça, c'est des notions purement financières. Mais après, au sein des security tokens au sens fiscal, il peut y avoir aussi d'autres types d'exclusions et par qualification plus spéciale. Magnifique. Sinon, on va faire une conférence fiscalité. Donc pour les personnes qui sont venues et qui s'attendent un tout petit peu au côté concret, parce que là la thématique aussi c'est la tokenisation immobilière et toute l'introduction qu'on a pu faire, elle est essentielle parce que moi j'ai vu beaucoup de porteurs de projets qui pensent que uniquement la technique ça suffit, qui n'ont une idée vague sur le token et d'utilité et de sécurité token. Donc je m'oriente vers toi cher François pour aller dans le concret. Comment on fait concrètement pour lancer un projet de tokenisation immobilière ? Alors un projet de tokenisation immobilière, c'est un projet d'investissement digitalisé. Donc ça veut dire quoi un projet d'investissement ? Il y a différentes composantes qui rentrent en compte. Il y a une composante business plan, structuration financière, compréhension de tout un tas d'aspects juridiques et fiscaux, d'aspects marketing, recherche des investisseurs, c'est une chose. Quand le projet est en œuvre, il faut... digitaliser l'actif, il va falloir onboarder des investisseurs. Donc si je peux me permettre, il faut d'abord se poser la question juridique, réglementaire. Je vais y revenir. Voilà. Tout d'abord, je donne un petit un panorama. Donc effectivement, il y a des aspects modélisation de l'actif, il y a des aspects
onboarding des investisseurs, KYC, genre de choses, la gestion de la souscription, signature de contrat, des paiements, des opérations post-émission sur distribution de dividendes, coupons, etc. Et potentiellement des aspects côté marché secondaire. Donc en fait, quand on aborde le projet, il faut regarder tout ça. Et tout ça, en fait, ce sont des pièces de puzzle. Des briques, exactement, où la démarche qu'on préconise, c'est le best of breed, hein, mais de toute façon c'est assez logique, c'est-à-dire nous, en l'occurrence côté plateforme de tokenisation, on va arriver sur ce qui est au milieu, c'est-à-dire de la modélisation de l'actif jusqu'à du tableau d'affichage. Donc l'intégralité des processus, et c'est mature, est déjà digitalisée. Donc cette partie-là, si les parties amont sont mises en œuvre, et je vais y revenir, à partir du moment où tout est clair sur qu'est-ce que le projet va faire, la structuration financière, etc., nous, du jour au lendemain, ça démarre. C'est la technologie et notre plateforme permet du jour au lendemain partir en avant. Maintenant, effectivement, du coup, ce qui est important, c'est comprendre ce qui va être fait et éventuellement mettre en œuvre les relations avec les acteurs tiers nécessaires. Ce dont je parle, c'est effectivement, encore une fois, il y a tout un travail de structuration financière, parce qu'on parlait d'immobilier, ça peut être quel type d'investissement. Effectivement, est-ce qu'on parle d'une action d'un SPV, est-ce qu'on parle d'obligations, est-ce qu'on parle de partage de revenus locatifs, est-ce qu'on parle d'autre chose? Je permets juste de rajouter, parfois il faut penser qu'il y a des entreprises qui investissent et pas des personnes à titre physique, lorsqu'on parle de tokenisation aussi immobilière. Absolument. Ce qui permet que Royalty aux États-Unis de déclencher, parce que les Américains, ils ont quand même une ambition d'investir, de créer des entreprises, et c'est par le biais de ces entreprises-là qu'ils sont en train d'investir dans Royalty, et pas uniquement, parce que moi j'ai eu beaucoup de projets où des personnes me disent, voilà, j'ai envie de faire un projet de tokenisation avec 50 €, Madame Michu, elle devient propriétaire, et ça c'est un autre sujet auquel... C'est un autre sujet, effectivement. Mais effectivement, tu as tout à fait raison. Justement, pour nous, l'investisseur, ça peut être un particulier, ça peut être une entreprise. Mais donc, effectivement, dans les considérations amont importantes et structurantes qu'il y a, c'est effectivement les aspects structuration, juridique, bien voir le cadre. Après ça, il y a des choses qui semblent être du détail, mais qui peuvent prendre un petit peu de temps. Les aspects type de paiement, mode de paiement, est-ce qu'il y a besoin d'utiliser un prestataire service de paiement ou pas? Ça peut avoir des conséquences, ça peut avoir également des délais et la partie KYC. Mais tout d'abord, prestataire service de paiement qui font intervenir une banque acquéreur parce qu'on est sur des sujets ultra régulés et ça peut prendre du temps à obtenir la validation d'un prestataire service de paiement pour pouvoir avancer avec le projet quand il y a besoin. Voilà. Mais une fois que ça c'est réglé, également les aspects KYC, mais par exemple par rapport à ça, il y a des prestataires de KYC ou de KYB, c'est-à-dire également pour la validation d'identité des entreprises et de l'historique des entreprises. Il y a des acteurs sur le marché. Nous, par exemple, on a intégré CED, donc à partir de là, on peut complètement s'appuyer sur eux. Ça, c'est très bien. Véritablement, le bottleneck, c'est plus côté PSP qui travaillent avec banques acquéreurs, qui ont des services compliance de gestion du risque, où c'est ça qui peut prendre du temps. Mais une fois que ça s'est validé et que les aspects, surtout, tout d'abord les aspects juridiques, structuration financière, juridique, ça c'est réglé. Il y a une problématique, effectivement, il faut mettre en œuvre la machine côté marketing et recherche des investisseurs. Mais après, la partie tokenisation en elle-même, finalement, en fait, vous la voyez pas. C'est-à-dire qu'une fois que tout est réglé à partir de là, c'est du jour au lendemain. Et avec Thallium, donc tu proposes une solution en marque blanche. Donc quelque part, vous avez devant vous des personnes qui sont associées à leur effort. D'ailleurs, on a oublié de le dire, vous avez fait un rapport qu'on peut télécharger sur la tokenisation immobilière. Donc il y a toutes les questions auxquelles on peut s'interroger. C'est un rapport très ludique, je l'ai lu, j'ai vraiment apprécié. Et donc vous avez décidé de faire une collaboration qui permet de répondre à un chef de projet, aussi bien investisseur mais un porteur de projet, toutes les réponses que tu viens de dire tout à l'heure. Voilà, juste une toute petite chose, effectivement, on a une plateforme en marque blanche, c'est-à-dire qu'en fait nos utilisateurs, nos clients, ce sont essentiellement des intermédiaires financiers, parfois des émetteurs directement, mais des intermédiaires qui eux-mêmes vont onboarder des projets d'investissement, notamment dans l'immobilier, qu'ils vont tokeniser, ils vont onboarder leur réseau d'investisseurs, soit dans le cadre de ventes privées, soit dans le cadre de ventes publiques. Et nous, on disparaît complètement, c'est la marque blanche. Merci beaucoup. Donc, je te repasse le micro, cher Arnaud. J'aurais bien aimé, parce que moi, je me rappelle, il y a quelques années, lorsque je donne toujours des cours à des personnes qui font des projets, les projets de tokenisation, c'était des projets simples, techniquement,
compliqué juridiquement. Et parfois, on dit que sur le plan juridique, c'était le point qui achoppe ces projets. Donc, j'aurais aimé que tu nous expliques devant l'auditoire le défi juridique et réglementaire lorsqu'on veut faire un projet de tokenisation immobilière, s'il te plaît. Alors, tout à l'heure, je disais qu'on en revenait toujours à la base. Et d'ailleurs, ce que je vais dire ne concerne pas que les projets de tokenisation, mais concerne en réalité beaucoup de projets qui sont dans cet écosystème blockchain. Dès que vous allez émettre un jeton, la première question qui est centrale et qui va déterminer la suite, c'est quelle est la qualification du jeton que vous émettez. Parce que de cette qualification-là vont découler tout un tas de conséquences, tout un tas de réglementations éventuelles qui vont vous être appliquées et qui vont avoir un impact réel sur la manière avec laquelle vous allez conduire votre projet. Concrètement, ça veut dire quoi ? Prenons l'hypothèse que certains d'entre vous veulent demain créer un projet en matière de tokenisation immobilière. Si vous décidez d'émettre un jeton qui rentre dans la catégorie des utility tokens, donc des actifs numériques, à ce moment-là, lorsque vous émettez votre jeton, vous allez avoir un certain nombre de conséquences, notamment avec la future réglementation MiCA, où vous allez peut-être, dans un certain nombre de cas, devoir réaliser avoir ce qu'on appelle un visa si vous souhaitez démarcher et communiquer auprès du public. Si, avec ce jeton, vous allez réaliser un certain nombre de services, est-ce que vous allez les conserver pour le compte de vos clients ? Est-ce que vous allez permettre à ce que ces clients les échangent contre d'autres actifs numériques ou contre des euros ? Est-ce que vous allez souhaiter créer une véritable plateforme de marché secondaire ? Pour ça, il faut que vous soyez prestataire de services en actifs numériques et demain, il faudra que vous soyez agréé MiCA. C'est-à-dire qu'il faut que la réglementation européenne, vous la respectiez. Donc, comme vous pouvez le constater, ça a des conséquences systémiques, cette qualification de jeton, sur tout ce qui va en découler derrière. Je ne parle même pas de la fiscalité qui a été évoquée par Axel tout à l'heure et qui mériterait d'être extrêmement détaillée. Si, en revanche, vous décidez d'être plutôt sur du security token, sur du titre financier tokenisé, à ce moment-là, lorsque vous émettez votre jeton, et je l'ai indiqué tout à l'heure, la réglementation financière est exactement la même en matière de blockchain et hors blockchain. Vous serez soumis à un règlement qui s'appelle le règlement prospectus. Ça veut dire que vous devrez émettre un prospectus ou alors vous bénéficierez de ce régime allégé qui existe de la même manière, encore faut-il rentrer dans ces conditions-là. Et puis, derrière, il y a des statuts aussi. Parce que si vous décidez d'être une plateforme qui permet éventuellement à, je ne sais pas, je prends un exemple, vous créez une plateforme et vous permettez à des foncières de venir tokeniser chez vous. Vous n'êtes pas la société qui elle-même tokenise, vous êtes la société qui abrite l'arrivée d'autres sociétés qui vont tokeniser. Si ce sont des titres financiers, vous devez être régulé PSFP, prestataire de services en financement participatif. Il n'y a pas de différence de réglementation entre, je répète, hors blockchain et blockchain. Et puis, je ne parle même pas que si vous décidez de faire du titre financier tokenisé, il y a tout un tas d'autres réglementations qui peuvent s'appliquer à vous. Vous pouvez devenir un fonds d'investissement alternatif, vous pouvez être éventuellement un prestataire de services d'investissement, etc., etc. Donc, j'en reviens toujours à la base de la base quand je rencontre un porteur de projet. C'est qu'est-ce que vous voulez faire ? Quelle est la qualification de votre jeton ? Dernier point. On l'a évoqué un peu en filigrane et on est aujourd'hui au matinal de la DeFi. Donc, il faut quand même qu'on parle un peu de DeFi. L'un des intérêts majeurs que représente la tokenisation, c'est la composabilité du jeton, c'est-à-dire la possibilité in fine de pouvoir collatéraliser, de pouvoir emprunter ou prêter de l'argent via ce jeton. Ce que Realty a commencé à faire, effectivement, puisqu'on l'a cité à plusieurs reprises, aux États-Unis, et je pense qu'il s'interroge pour pouvoir le mettre en place en France. Enfin, en tout cas en Europe. Ça, c'est quelque chose qui est effectivement extrêmement intéressant, mais ça demande aussi beaucoup d'ingénierie juridique pour arriver à mettre en place des systèmes dans lesquels on arrive à créer de la liquidité et effectivement un certain nombre de mécanismes comme de la collatéralisation sur des titres financiers tokenisés en Europe et en France. Et c'est là aussi où on a un rôle potentiellement à jouer. Je ne parle même pas des DAO, de la gouvernance, si on décide d'avoir une gouvernance décentralisée des projets, etc. etc. Merci beaucoup Arnaud. Il a le micro, donc il est équipé, notre cher Axel. Donc les porteurs de projets, lorsqu'ils pensent à faire un projet blockchain, quel qu'il soit, ils pensent toujours à la technique,
après, ça fait pas longtemps, il pense aussi à l'aspect juridique. Mais je pense que tu as quand même un autre filtre, c'est l'aspect fiscal. Et la question que j'ai envie de te poser, les entreprises qui ont un projet de tokenisation immobilière, est-ce qu'ils ont des déclaratives, est-ce qu'ils ont des obligations déclaratives spécifiques de matière fiscale ou pas? C'est la question que je te pose. Merci. Alors, les entreprises qui font de la tokenisation ont des obligations déclaratives, oui, spécifiques, pas forcément, mais en fait, c'est quelque chose qui, alors, je l'ai évoqué à plusieurs reprises depuis le début de cette intervention, c'est qu'on a l'impression que tant que c'est dans la crypto, on est hors des règles fiscales et tout est beau, et il n'y a jamais de barrière, de frottement ou quoi que ce soit. C'est on ne peut plus faux, bien évidemment. Et c'est pas parce qu'on a aujourd'hui les acteurs plus ou moins grands qui n'appliquent pas forcément correctement les qualifications des revenus qu'elles vont, les bonnes qualifications fiscales sur les revenus qu'elles vont verser, et donc n'en tirent pas les bonnes conséquences, qu'on est hors de l'intervention de l'administration fiscale en cas de contrôle. Il y a des exemples assez marquants, notamment que ce soit des plateformes des entreprises de tokenisation ou des plus grandes plateformes qui versent des rendements passifs. Il y a le cas de versement de rendements qualifiables de revenus de capitaux mobiliers. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2018, il y a eu un changement assez majeur en France, à savoir le passage au prélèvement à la source. Qu'est-ce que ça a impliqué? Alors, quand on est une entreprise, c'est verser spontanément des acomptes d'impôt sur le revenu. Mais quand on est un particulier, ça veut dire soit se faire prélever à la source, justement, une partie de son impôt sur le revenu, soit le déclarer spontanément. La majeure partie des cas, dans la grande majorité des cas, pour les entreprises qui versent des revenus de capitaux mobiliers, ça s'applique aussi aux dividendes, aux revenus d'obligations et autres, ça implique que lorsqu'elles vont verser ces revenus, elles vont devoir en retenir une partie pour le payer directement aux impôts. Aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de visibilité sur les entreprises qui appliquent ce type de retenue à la source, mais c'est des obligations pour les entreprises. Ça veut dire que dès lors qu'on va, que ce soit, au passage, que ce soit versé... Sans oublier, j'ai envie juste de poser une autre question aussi. Est-ce que l'administration fiscale elle a le moyen d'appliquer, de vérifier tout cela? Alors ça, effectivement, c'est le second sujet. Je finis juste très rapidement sur le premier point. Il faut bien comprendre que quand on parle de retenue à la source, on ne parle pas forcément d'imprimé fiscal unique qu'on reçoit de la part des banques. Il y a tout un tas d'entreprises, enfin quasiment toutes les entreprises, sont obligées d'appliquer des retenues à la source quand elles versent des dividendes et autres. Ce n'est pas pour autant qu'elles vont forcément envoyer un imprimé fiscal unique. Mais en tout cas, c'est de nature, lorsque les entreprises n'appliquent pas ces retenues à la source, ces acomptes d'impôt sur le revenu, c'est de nature à mettre en jeu leurs responsabilités. Ça va jouer pour les entreprises qui sont situées en France. Il y a un élément qu'on a aussi tendance à oublier, c'est que ces acomptes d'impôt sur le revenu, ça joue aussi pour les revenus de sources étrangères. Sauf que là, c'est plus compliqué, vu que l'entreprise n'est pas située en France et qu'elle ne peut pas appliquer ces acomptes, c'est à celui qui reçoit les montants des revenus de capitaux mobiliers de liquider spontanément l'impôt, l'acompte d'impôt sur ses revenus. Je ne connais pas de particulier aujourd'hui qui touche de revenus de capitaux mobiliers qui va spontanément réaliser une déclaration, il y a un CERFA spécifique pour ça, mais qui va spontanément reverser de l'impôt. En réalité, ils attendent l'année suivante. Donc ça, c'est des règles aujourd'hui qui ne sont pas forcément très bien appliquées par l'administration fiscale, mais l'administration est en train de prendre conscience justement qu'il faut appliquer les règles fiscales classiques au monde crypto. Aujourd'hui, elle n'a pas encore beaucoup de moyens de contrôle. J'en parlais récemment avec Arnaud. Il faut toujours faire une grosse différence entre la règle de droit et l'effectivité de la règle de droit. Une règle de droit, si elle n'est pas effective, si on n'a pas des moyens de la mettre en œuvre, c'est comme si elle n'existait pas. L'administration, aujourd'hui, a assez peu de visibilité sur ce qui se passe dans le monde de la crypto, mais c'est évidemment en train de changer de façon extrêmement significative. Une preuve assez importante, c'est la signature ces dernières semaines d'un accord sur des échanges automatiques d'informations qui vont être appliqués à horizon 2026-2027. Donc il y a à la fois de la réglementation européenne et de la réglementation internationale. Entre les pays, c'est ça, de l'Union européenne? Exactement. Donc il y a à la fois les pays de l'Union européenne, donc les 27 pays de l'Union européenne, et un autre instrument, donc ça c'est une directive qui s'appelle DAC 8, qui doit encore être transposée en droit français.
On a jusqu'au 31 décembre 2025 pour que les pays transposent cette directive. Et il y a un autre outil qui s'appelle alors en anglais le Crypto Asset Reporting Framework, CARF. Et ça, c'est un accord qui a été conclu il y a quelques semaines entre 48 pays qui s'engagent, comme en matière bancaire, en fait, à s'échanger de manière automatique les informations liées aux actifs numériques détenus par les contribuables de ces différents pays. Avant de conclure, j'ai envie juste de te poser une question à 10 secondes. Donc, si je comprends bien, un entrepreneur qui fait un projet de tokenisation immobilière, il faut qu'il pense à la solution technique, à la solution réglementaire et aussi à toute la partie fiscale. Il ne faut pas qu'il attende 1 an, 2 ans pour dire voilà, quelles sont les implications fiscaux. Donc, toi, tu recommandes qu'il pense à tout ça afin que le projet soit bien et qu'il va à un bon atterrissage. Alors, je passe mon temps à recevoir des personnes qui pensent que la fiscalité, ça s'analyse après, et tant qu'on n'a pas fait de profit, on s'en fiche de la fiscalité, sauf qu'en général, on se retrouve justement à régulariser des situations, et la régularisation coûte souvent beaucoup plus cher que la préparation en amont. Évidemment, d'un point de vue entrepreneurial, c'est plus facile de dire on va payer quand on a de l'argent plutôt qu'on va payer dans la perspective de faire de l'argent, mais voilà, ça met en risque, tout à fait. Merci beaucoup. Donc là, je vous demande, s'il vous plaît, on est arrivé vers la fin. 30 secondes, 40 secondes chacun pour conclure. Donc on a compris que les projets de tokenisation immobilière, ça leur vend en poupe depuis le mois de juin. Il y a une conjoncture économique qui permet d'encourager tout cela. C'est un fait, donc les projets existent. Toi, avec Talium, cher François, tu as une solution qui marche. C'est en marque blanche. Tu es associé avec Arnaud Touati et Axel pour compléter le suivi juridique. J'aurais bien aimé que chacun fait une petite conclusion, parce que je sais que tu as une deuxième table ronde, afin qu'on puisse switcher sans problème. À toi. La conclusion, c'est effectivement, ça démarre depuis juin, mais ce n'est pas quelque chose de passager. C'est que ça démarre depuis juin parce que enfin la machine est en route. Par contre, c'est la logique. La tokenisation, ce n'est pas une autre manière de faire les choses, c'est une manière de faire la même chose en mieux. C'est-à-dire on apporte exactement les mêmes avantages avec des choses en plus. Maintenant, les technologies matures comme la nôtre sont en place, donc les projets peuvent avancer. Encore une fois, petite limite côté marché secondaire qui vont se développer. Les projets peuvent avancer maintenant, bénéficier des avantages de la tokenisation aujourd'hui et bénéficier d'encore plus d'avantages demain. Non, je crois que c'est très bien dit. Je m'inscris dans ce que dit François. Je pense que ce qui a fait du mal à la tokenisation, c'est tous ces termes de révolution qui ont laissé entendre que c'était un game changer extraordinaire et qu'on allait changer totalement de paradigme. Alors qu'effectivement, pour l'instant, cette révolution, on n'y est pas encore. En revanche, tout ce que dit François est tout à fait exact. C'est-à-dire que en réalité, ça fait mieux c'est-à-dire que le fait d'être sur la blockchain, ça apporte des avantages que nous n'avons pas en dehors de la blockchain. Et je pense à titre personnel que, vu la manière avec laquelle les choses évoluent, on parle aujourd'hui de tokenisation immobilière, mais en réalité, on parle de tokenisation en général, tokenisation d'actifs au sens large. Je pense qu'effectivement, il est probable que d'ici une dizaine d'années, tout peu ou prou se retrouve tokenisé, fractionné. C'est de la titrisation moderne avec des avantages qui sont énormes. Donc j'espère évidemment, à titre personnel, que la régulation ne sera pas un frein à cette évolution, notamment la régulation européenne, qui a des qualités, mais qui n'en a pas forcément que. Voilà. 30 secondes. Même moi, à la limite, c'est juste un résumé de ce que je vous ai dit. En gros, ma seule recommandation, à la fois côté émetteur et côté investisseur, c'est de ne pas oublier que la fiscalité, en réalité, existe et a vocation à s'appliquer quand on est dans le monde crypto. Ça, c'est le premier écueil à éviter. Et éviter, évidemment, de croire, parce qu'on l'a cru pendant des années, que l'administration n'allait absolument rien comprendre et qu'elle ne nous attraperait jamais. Elle est vraiment en train de se former. Il y a de plus en plus de contrôles qui sont réalisés par les administrations fiscales, que ce soit à l'encontre de particuliers, d'entreprises situées en France. Les inspecteurs des impôts sont de mieux en mieux formés. Ils ont de plus en plus d'outils pour accéder à l'information et la traiter de manière efficace. Il ne faut pas oublier qu'il y a plus de 50% des contrôles aujourd'hui qui sont réalisés sur la base d'exploitation de big data. Donc avec l'intelligence artificielle, en gros, les contrôles, c'est la donnée de masse. Il ne faut pas tricher, c'est ça. Exactement. En fait, on a des possibilités de bien s'organiser fiscalement. Ça ne sert à rien d'éviter de vouloir s'organiser parce que ça nous met en risque. Merci beaucoup. Donc je pense qu'on peut les applaudir, tous les panélistes aujourd'hui. Merci beaucoup. Ne partez pas. Il y a une autre table ronde qui va suivre. Bonjour à tous. Je suis toujours François de Chézel de Talium. Donc moi je suis dirigeant
une société qui fait pas mal de tokenisation avec une plateforme qui s'appelle Thallium Assets, et où j'ai la chance d'avoir un certain nombre de clients parmi ces deux messieurs, et nous allons démarrer une table ronde que je pense très intéressante et à vraie valeur ajoutée, puisque c'est autour de la tokenisation, mais la tokenisation, c'est une terminologie technique, et le terrain montre, mais c'est logique que pour la technique, tout le monde s'en fiche. Donc la tokenisation, pour la tokenisation, tout le monde s'en fiche. Par contre, ce qui intéresse les gens, et notamment les entreprises, c'est comprendre, OK, quitte à partir sur une avancée technologique, la tokenisation ici, ça aurait pu être autre chose, pourquoi ? Quels sont les vrais gains terrain qu'il peut y avoir ? Parce que tout projet consiste à avoir un mapping de process où il y a des points, ce qu'on appelle des pain points, et la technologie éventuellement va permettre d'aider à résoudre des pain points. Et la question est-ce qu'effectivement cette technologie permet de les aborder, et comment, pour comprendre si effectivement elle a une valeur ajoutée. Donc pour ça, nous avons la chance d'avoir avec nous 3 personnes que j'apprécie particulièrement beaucoup, qui ont des choses à très forte valeur ajoutée à apporter. Nous allons commencer. Je vous présente au bout Ramzi Amairi, qui est Tech Up Director chez Natixis Corporate Investment Banking. Donc, vous avez 14 ans d'expérience dans la finance, donc banquier chez Natixis CIB, en charge des sujets technologiques et de l'accompagnement des clients dans leur transition technologique. Alors, vous travaillez sur les solutions de financement et d'investissement dans le domaine des actifs numériques, donc vous êtes complètement les pieds sur ces sujets, et votre point de vue va être extrêmement intéressant parce que justement, les banques, ce sont des grosses structures, peut-être compliquées à faire avancer, et il se trouve que côté tokenisation, les réflexions avancent bien. Nous avons avec nous également notre cher ami Adrien Brousse. Adrien est de formation juridique dans la finance, avec une carrière passée dans l'industrie des fonds au Luxembourg, et reconverti il y a 1 an et demi dans la création de FinTech. Alors il y a 2 FinTech. Il y en a une, je referme la parenthèse parce que c'est un petit peu moins le sujet d'aujourd'hui, qui est autour de la décentralisation avec la blockchain des IBAN. Ok, très bien. Et une activité qui s'appelle FinCapital Partners, qui est une activité de club d'investissement privé, et ça va être très intéressant d'avoir ton retour sur l'activité, puisque de ton côté, tu avances sur plusieurs projets qui utilisent la tokenisation, à la fois du titre financier de type obligataire tokenisé, également des ICO et d'autres choses encore, mais ton retour va être extrêmement intéressant sur comprendre pourquoi. Et qu'est-ce que ça a apporté. Et également, nous avons une approche très différente côté industrie. Donc, on a fait venir Vincent Calbeau, Vincent qui est le dirigeant de la société Selfbar. Vincent est en Belgique, à Bruxelles, et Vincent a plus de 36 ans d'expérience dans de nombreuses technologies, dont 15 ans de consulting et développement dans l'industrie de la boisson. Et c'est ce qui l'a amené à créer en 2021 la société Selfbar, qui a pour mission de supprimer les gaspillages dans l'industrie de la boisson, en mêlant services traditionnels avec des objets connectés liés à la blockchain et l'IA. Donc c'est de la fabrication de matériel, donc c'est un côté industriel, et qui utilise ces technologies pour optimiser l'efficacité de l'ensemble, et tout un tas de choses que tu vas nous raconter. Donc si vous voulez bien, je propose de commencer avec Adrien, qui va nous raconter effectivement. FinCapital donc fait de l'obligataire tokenisé, plutôt que de fonctionner comme un fonds d'investissement plus traditionnel. Pour quelles raisons et pour quelle utilité terrain ? Oui, donc bonjour à tous. Effectivement, comme tu l'as dit François, nous sommes un club privé d'investissement. On propose des produits d'investissement, donc pour l'instant c'est quelque chose d'assez fermé pour l'instant, pour toute une série de raisons. Et donc on propose des produits d'investissement à nos adhérents, donc des produits qui génèrent des rendements. Donc qui dit
proposer des produits d'investissement dit qu'il faut s'interroger sur quel est l'instrument juridique qui va permettre de mener à bien ces investissements et ces rendements. Et donc, on est face à deux choix, traditionnellement, soit parce qu'il s'agit de transmettre des flux d'un point A à un point B. Et donc, pour ce faire, il n'y a que deux manières de faire. Soit on va tokeniser un titre de capital, soit, juridiquement parlant, un titre autre que de capital. Donc, c'est-à-dire des obligations, des produits structurés ou autres produits similaires. Donc il se trouve que pour tokeniser des produits, des titres de capital, on entre dans la législation sur les fonds d'investissement alternatifs, ou alors, selon le sous-jacent, des OPCVM, c'est-à-dire des fonds qui investissent dans les valeurs mobilières. Or, il se trouve que cette réglementation est, pour un projet qui démarre, quasiment infranchissable, puisqu'il faut des actifs sous gestion de plus que 50 millions pour espérer pouvoir financer les coûts de structures mirobolants attachés à la réglementation sur les fonds d'investissement. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons opté pour l'émission de titres de produits structurés, donc qui peuvent être soit des obligations, soit des produits structurés, mais qui ressemblent quelque part à des obligations. Et alors ça, ce qui est intéressant, c'est qu'en Suisse, il y a une série de nouveaux produits, enfin nouveaux entre guillemets, qui s'appellent les AMC, donc c'est des Actively Managed Certificates, ou certificats gérés activement, qui finalement permettent d'avoir un sous-jacent qu'on va gérer activement comme si on était par exemple un trader, un asset manager, etc. Pour autant, ce n'est pas nous qui le faisons, puisque la réglementation, donc nous, je ne sais plus si je l'avais dit, mais nous sommes en Suisse. La réglementation suisse est un peu similaire quand même à la réglementation européenne sur ces points. Il faut passer par un asset manager régulé. Donc nous, on ne sommes que le promoteur du projet, pour reprendre des terminologies, dans des fonds d'investissement. Mais par contre, la manière dont il est ficelé, c'est vraiment un asset manager régulé qui le fait. Et par ailleurs, c'est quand même quelque chose qui est régulé, puisqu'on est, on est soumis à la réglementation sur le prospectus, sous réserve d'exemption bien sûr. Donc ces caractéristiques assez intéressantes fait que en émettant des titres autres que de capital, eh bien finalement les investisseurs sont considérés comme des tiers à la société et non pas comme des porteurs de parts. Et donc là on évite en fait une réglementation que je dirais infranchissable pour des projets qui démarrent. Donc c'est la raison pour laquelle on s'est porté là-dessus. Maintenant, je termine sur la tokenisation. Qu'est-ce que ça apporte dans ce contexte ? Eh bien, tout simplement, ça apporte une facilité de gestion, puisqu'au sein d'une même technologie, on peut gérer l'intégralité du cycle de vie du produit. Donc, c'est-à-dire de l'émission à la rédemption, à l'échange, mais également à la distribution des revenus. Et ça se fait au sein de la même technologie. C'est ça qui est très important en pratique, c'est que normalement pour un projet normal, si on avait choisi la voie normale, eh bien, on devrait faire des partenariats, ça tu l'as très bien dit tout à l'heure, avec soit des prestataires de services de paiement, ou soit d'autres intermédiaires, qui évidemment, ces intermédiaires-là ont des coûts, non seulement des coûts qu'eux nous imposent, des setup fees souvent, mais également des coûts en termes de frais de transaction, puisqu'ils prennent des petites marges sur chaque transaction, ce qui se traduit mathématiquement par une baisse de rendement pour l'investisseur. Mais également, il va y avoir des coûts d'intégration, puisque ces intermédiaires, ils communiquent avec nous par API, donc il y a des coûts informatiques. Donc là, ce qui est intéressant avec la tokenisation en pratique, c'est qu'au sein d'une même technologie, on peut résoudre toute une série de problèmes. Et donc ça a été dit par les avocats tout à l'heure qui sont intervenus. Effectivement, en termes je dirais de réglementation, on est soumis à la réglementation normale sur les produits financiers, donc on émet quand même malgré tout des titres financiers, mais cette surcouche technologique fait que la gestion de ces titres s'en retrouve grandement simplifiée. Merci Adrien. Juste, tu as une activité régulée, en l'occurrence, ou juste pour savoir, ça intervient à quel Exactement, à quel donc niveau ? nous avons une licence d'intermédiaire financier en Suisse. Donc les intermédiaires financiers n'existent pas, il n'y a pas d'équivalent en Europe. C'est pour ça qu'on a choisi la Suisse, c'est que c'est à la fois un prestataire qui peut faire des paiements. Donc nous, notre marché primaire, c'est la Suisse. C'est là où on agit, pour commencer en tout cas. Et on peut à la fois faire des paiements, mais aussi des transferts de fonds, faire des partenariats avec différents acteurs, faire des paiements crypto, des paiements fiat, etc. Donc en fait, c'est beaucoup plus simple de commencer par un marché qui est certes petit, qui est la Suisse, mais qui est très dynamique
et qui est grandement en avance sur beaucoup de points. Voilà. Donc ça participe aussi à la réduction des coûts, c'est qu'avec une simple licence, on peut faire ce qu'on pourrait faire avec 3 ou 4 licences différentes dans le cadre de l'Union européenne. Très intéressant, je te remercie Adrien. Pour rester dans le secteur de la finance, parler à Ramzi, merci beaucoup de venir, c'est extrêmement intéressant d'avoir votre retour. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, la banque, bien entendu, c'est un acteur majeur et il est évident que plus vite les banques avanceront sur la tokenisation et plus vite l'écosystème accélérera d'une certaine manière. Et on voit effectivement que les banques s'intéressent véritablement à la tokenisation. Ce n'est pas quelque chose pour dans un certain nombre d'années, elles avancent là-dessus. Et la question, c'est pourquoi ? Et lié à ce que je viens de dire, est-ce que c'est un sujet réaliste pour les banques dans une vision court-moyen terme ? Merci François pour ton invitation. Pour répondre plus précisément, je dirais qu'aujourd'hui les banques connaissent bien ce sujet tokenisation parce que la blockchain en tant que telle, c'est une technologie qu'on utilise déjà depuis plus de 10 ans, au même titre que les boîtes du S&P 500 ou celles du CAC 40. C'est une technologie qu'on a déployée sur un certain nombre de process, plutôt sur des use cases assez précis, soit des business pour lesquels il y avait des traitements manuels assez importants. Je prends comme exemple le trade finance, ou sur des business qui sont finalement un peu moins rentables, comme les activités sur du monétaire. Et du côté, par exemple, de Natixis, là où j'interviens, je dirais que on utilise la technologie blockchain depuis déjà plus de 8 ans et on l'implémente sur un certain nombre de business. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on perçoit au niveau du marché, c'est qu'il y a un momentum, bien évidemment. Nos pairs se positionnent de plus en plus sur, je dirais, des business où il va y avoir forcément une logique industrielle, tokenisation de produits type repo, tokenisation de green bond. Donc on voit de plus en plus d'initiatives qui émergent, notamment des pays qui sont plus en avance de phase par rapport à la France. L'Allemagne, la Suisse, Singapour, Hong Kong, quelques initiatives aussi des banques françaises. Après, historiquement, je dirais que les banques, incluant Natixis, ont souvent préféré travailler dans des environnements fermés, dans des consortiums, du coup sur des blockchains privées. Mais la tendance de demain, ça va être de migrer sur des blockchains dites publiques pour pouvoir finalement faire encore plus d'économies d'échelle, scaler. Et ce qui est important de retenir, c'est surtout que les banques cherchent des logiques industrielles. Ce n'est pas juste faire de la tokenisation pour faire de la communication. Ça va être demain avoir des business qu'on va pouvoir industrialiser de bout en bout en utilisant la tokenisation. Et bien évidemment, il va y avoir tout ce sujet autour de finalement, est-ce que je suis en mesure de répondre à un besoin des émetteurs qui devient de plus en plus important, et aussi, on y reviendra un peu plus tard, mais comment est-ce qu'on fait en sorte d'acculturer et de pousser des investisseurs à rentrer dans ce type de business. Plus globalement, les banques, ce qui les intéresse à terme, pas aujourd'hui, dans la tokenisation, c'est de pouvoir bénéficier d'économies, bien évidemment, d'échelle, et de réduire le temps de traitement d'un certain nombre d'instruments financiers aujourd'hui qui demeurent quand même assez lourds, et aussi accéder à de nouvelles poches de liquidité. Parce qu'on a quand même un business traditionnel qui s'appelle la titrisation, qui est très proche et qui est quasiment identique à la tokenisation. Mais la tokenisation vient bien plus loin que la titrisation traditionnelle, parce qu'on se base sur une technologie qui, bien évidemment, nous permet d'aller plus vite et d'être plus efficace. Et c'est sûr que le principe même de la fractionnalisation, ça va permettre de cibler de nouvelles poches d'investisseurs pour pouvoir en fait faire ce bridge entre émetteurs et investisseurs de façon plus efficace. Merci Ramzi, effectivement, pour ce retour. Pas mal concret en l'occurrence, et c'était très agréable quand tu m'en avais parlé avant la table ronde de me rendre compte effectivement que ça avançait.
Et du coup, on peut imaginer des perspectives que justement ça avance assez rapidement, potentiellement. En tout cas, on l'espère. Ouais, on s'aperçoit que ça commence quand même à bouger. On voit de plus en plus d'initiatives, des régulateurs aussi qui apportent une réglementation plus claire. Et ce qui nous arrange, c'est que tokeniser des instruments financiers, on l'appréhende de la même manière qu'émettre des instruments financiers traditionnels. Là, le seul problème qu'on aura, c'est qu'il va falloir acculturer un peu tout le monde. Et là, il va y avoir pas mal de boulot. Merci. Donc, ces gentlemen ont parlé du côté finance. Maintenant, le monde réel, c'est pas mal le monde industriel, n'est-ce pas, qui va utiliser la finance. Et donc, c'était extrêmement intéressant que tu puisses venir. Merci, donc Vincent, pour pouvoir nous parler de l'aspect industriel. Alors, si tu peux très rapidement réexpliquer un petit peu ton activité et derrière expliquer. Moi, j'entends bien et je vois par rapport aux différents projets avec lesquels on est en contact que la tokenisation peut avoir un impact significatif sur les coûts, notamment du côté de l'industrie. Est-ce que, de ton point de vue, tu peux nous l'expliquer et comment, toi, tu vois que ça va impacter concrètement les coûts de ton entreprise? Oui, bonjour à tous. Donc, oui, donc par rapport aux coûts, les coûts dans l'industrie, c'est vraiment une des choses hyper importantes. Donc, en diminuant les coûts, on augmente leur marge et aussi d'avoir plus de d'être compétitif, quoi. Donc ça, c'est vraiment les choses qui sont très très importantes. Et là, ici, avec la blockchain, ça permet justement de fortement diminuer les coûts et de pouvoir fonctionner de différentes façons, notamment en fait ici comme on a donc comme François a expliqué au début, donc ici on a créé en fait avec Cellbar, donc c'est un système de débit de boissons en self-service dans les stades, les festivals et autres. Qui permet de pouvoir vraiment tracer tout ce qui se passe. Et donc ici, nous, avec la tokenisation, au tout début, on a fait initier au privé, où là, on a créé en fait des bons d'achat promotionnels pour pouvoir charger les cartes boissons pour prendre du crédit boisson, en fait. Donc là, le système fonctionne. C'est un peu comme à la pompe à essence. Donc les clients ont une carte qu'ils peuvent recharger avec leur téléphone. Il suffit qu'ils déposent la carte sur la table à côté de la pompe et ils tirent et tout est payé centime par centime en fait, en temps réel. Donc là, ça permet de supprimer tout ce qui est gaspillage. Et alors, donc là, les bons d'achat promotionnels, là, ça a permis de préfinancer le début de la société. Ensuite, ici, dernièrement, on a créé du revenu-based financing, donc du contrat de cession futur. L'avantage ici, c'est que nous, on a créé de l'électronique embarquée qui est branchée sur les machines. Qui permet en fait, ces machines deviennent en fait comme un NFT réel. Et donc ça permet de savoir exactement ce qui s'est passé. Et donc là, justement en tokenisant ça permet aussi qu'on ne sait pas corrompre les objets. Mais ça permet aussi que ceux qui achètent du contrat de cession futur, tout est clair et net, quoi, en fait. Et donc, c'est directement par rapport au chiffre d'affaires, quoi. Donc, c'est mieux que par rapport aux bénéfices. Donc, c'est tout de suite fonctionner à la source. Donc, ce qui plaît à beaucoup de gens. Voilà, donc c'est effectivement, les investisseurs achètent, dans ton cas, des jetons, mais ce sont des contrats de cession de revenus futurs qui leur donnent droit à une quote-part du chiffre d'affaires qui va être généré. Voilà, c'est ça ici par exemple. Là, ici on a un partenaire sur la France
où là, les personnes qui achètent ces codes-parts touchent un pourcentage de tout ce qui se passe, de toutes les machines sur la France. Donc, et en même temps, ça permet de créer un système collaboratif, en fait, donc, où on mutualise le collaboratif. Voilà, donc tout l'écosystème est impliqué là-dedans, puisque effectivement, tu crées des diverses structures qui achètent du matériel financé par les investisseurs, et les investisseurs se retrouvent rémunérés par le chiffre d'affaires qui est généré par ce matériel. Oui, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que le modèle économique est beaucoup plus simple pour venir s'implanter, c'est que le matériel est mis à disposition gratuitement dans les bars, en fait. Et nous, on est rémunérés sur une partie de ce qui était gaspillé avant. Donc, comme on supprime vraiment tout ce qui est gaspillage, et il y en a énormément de gaspillage dans ce milieu, en fait. Pourtant, c'est un milieu qui fonctionne depuis des décennies de la même façon, mais il y a énormément de pertes qui se font. Et l'avantage qu'il y a avec la blockchain, la tokenisation, ça permet vraiment d'avoir des liens de confiance automatisés avec une pure transparence. Voilà, et ça a permis de digitaliser les coûts et donc de réduire les coûts et tous les acteurs sont gagnants. Autre question par rapport à ça, c'est en dehors des coûts, ton analyse de pourquoi tokeniser dans l'industrie et notamment dans la tienne. Nous, on est vraiment, nos valeurs principales sont par rapport à l'écologie, mais la réelle écologie, pas du greenwashing, donc des choses qui sont vraiment hyper mesurables. C'est que là, par exemple, avec certains de nos tokens, en fait, ça nous permet de auditer automatiquement chaque établissement tous les 24 heures. Et donc là, c'est aussi au niveau coût pour faire un audit de tout ce qui a coulé, de tout ce qui s'est passé au niveau hygiène, au niveau des températures, de savoir tout ce qui s'est passé. C'est un peu comme si on avait un notaire qui avait tout signé, en fait. Et ça, l'avantage qu'il y a, c'est que là, ici, on fonctionne pour l'audit avec Polygon. On est en discussion aussi avec Artera pour d'autres modules. Mais là, ça permet en fait, avec l'équivalent d'un Matic, on fait 300 audits. Donc c'est l'audit pendant une année d'un établissement. Donc au niveau écologique, il n'y a pas plus éco, quoi. Donc là, et ça réduit fortement les coûts, quoi. Donc là, merci beaucoup Vincent, effectivement, pour ce retour côté industriel. Revenons côté finance. En parlant des différents avantages qu'il peut y avoir, je reviens côté FinCapital. Donc en fait, FinCapital, au-delà des obligations tokenisées, titres obligataires tokenisés, tu utilises assez largement en fait les possibilités offertes par la tokenisation, aussi pour une membership, bientôt pour tokeniser des lingots, entre autres activités. Question, est-ce que c'est parce que tu avais commencé côté tokenisation et c'est d'une certaine manière simplement de l'opportunisme, t'avances, ou est-ce qu'il y a une logique et une valeur ajoutée à utiliser ces technologies sur chacun de ces scénarios ? Oui, tout à fait. Donc, nous, on est, donc, comme je l'ai dit, nous, on a trouvé des instruments qui acceptent tout type de sous-jacent. Et donc, vu l'efficacité, le gain de productivité offert par cette manière de faire, on a tout intérêt à persévérer. C'est pourquoi on a commencé, voilà. Et donc, effectivement, pour rebondir sur ce que je disais avant, il faut savoir qu'on a typiquement le choix de poursuivre sur le modèle d'un fonds d'investissement ou d'un modèle de type obligataire ou produit structuré. Or, il se trouve que dans l'esprit du public, il est toujours préférable d'être propriétaire de parts de fonds d'investissement, puisque c'est comme ça que les personnes se sentent vraiment propriétaires. Or, selon nous, c'est quelque chose qui est faux. Voilà, c'est simplement une croyance, puisque quand on y réfléchit, on a donc ce régime de type produit structuré ou obligataire qui est finalement contractuel, qui est d'origine contractuelle, mais sur lequel les investisseurs peuvent également être munis
de sûreté, puisqu'ils agissent en tant que prêteurs, en tant que créanciers finalement. Et donc, par exemple, pour rebondir sur la tokenisation immobilière dont on parlait avant, on peut très bien munir le processus de tokenisation d'hypothèque, voilà, qui est un droit réel. Donc là, on est plus propriétaire que quelqu'un qui est propriétaire de part de SCPI, par exemple, puisque ça reste un droit réel immobilier qui peut être réalisé en cas de défaillance du débiteur, et donc on peut se voir attribuer et se faire rembourser prioritairement sur le bien immobilier. De même, quand on tokenise, enfin, ou qu'on émet des obligations sur d'autres produits financiers, il peut y avoir des gages. Par exemple, si c'est sur des lingots d'or, il peut y avoir des nantissements, etc. Toute une série de sûretés. On a vu également des acteurs en matière immobilière qui utilisent la fiducie sûreté. Voilà. Et donc, en ce sens, on a finalement des régimes d'origine contractuelle qui sont plus efficaces, plus protecteurs, évidemment s'ils sont bien structurés, pas toujours, mais plus protecteurs des investisseurs, beaucoup moins coûteux, plus faciles à lancer pour les porteurs de projets, plus rapides également. Et donc ça se traduit par des meilleurs rendements pour les investisseurs, en plus d'avoir des droits supérieurs. Et donc quand on rajoute la surcouche de la tokenisation, on arrive dans un scénario où à régime égal, et les rendements des investisseurs s'en retrouvent augmentés. Et donc, en fait, tout le monde est gagnant. Voilà, on a éliminé toutes les externalités négatives. Et là, on se retrouve dans un système où tout le monde est gagnant. Et le plus beau, j'ai envie de dire là-dedans, c'est que c'est le plus pur respect de la réglementation, puisque c'est quand même des sociétés, si on prend du point de vue européen, c'est quand même des sociétés de gestion qui doivent émettre ce type de produits, qui par ailleurs sont sous prospectus, donc qui peuvent être distribués dans l'intégralité de l'Union européenne, bénéficiant du passeport, et également voilà, qui sont sous prospectus. Donc on n'échappe à aucune réglementation, c'est régulé, et les droits des investisseurs, les rendements sont meilleurs, c'est plus facile pour tout le monde, moins coûteux, surtout quand on rajoute la surcouche de la tokenisation. Donc effectivement, pour rebondir sur la terminologie que tu as utilisée, c'est par opportunisme, mais un opportunisme qui est bénéfique pour tout le monde à notre sens. Merci, merci beaucoup. Et là, je me retourne vers Hamzy pour revenir sur comment on voit la tokenisation, comment les banques voient la tokenisation. Comment les banques voient-elles s'articuler la demande autour de ces sujets? Alors, sur la demande, je dirais que ça va être intéressant de séparer en deux les catégories de clients. Sur le retail, sur lequel je travaille pas du tout, on perçoit plutôt un besoin, je dirais, des banques de faire évoluer leur offre à terme pour pouvoir, je dirais, onboarder des modes de consommation qui évoluent au niveau des jeunes, donc la génération Z, des millennials. Et c'est vrai que ce type de population souhaite aujourd'hui détenir son argent. Donc c'est ce concept de self-custody, pouvoir investir librement et sur de nouvelles types de plateformes et de sous-jacents. Et c'est ce qui a vu l'émergence d'acteurs aux États-Unis comme Robinhood ou le développement assez important de fintech comme Revolut. Mais la banque de demain, d'un point de vue retail, ça va être je vais devoir répondre à cette demande qui est plus importante au niveau des produits tokenisés, incluant la crypto en tant que telle. Après, sur les sujets instit, donc clientèle, je dirais, de type corporate, fonds, et aussi je dirais des startups de type scale-up et licorne, là, en fait, finalement, on perçoit une demande qui est de plus en plus importante. Du côté des émetteurs, ce qui se passe, c'est qu'il y a un besoin de financement, parce qu'on a des taux quand même qui augmentent assez fortement, et les émetteurs se disent, est-ce que la tokenisation, c'est pas un moyen pour moi de lever de l'argent plus rapidement, à un coût qui va être plus avantageux pour moi, et aussi se donner de la visibilité sur le marché. Après, du côté des investisseurs, c'est un peu différent. Il y a un peu moins de demandes, pour être totalement transparent. Les investisseurs, ils ont toujours une certaine appréhension. Et ça ne va pas être forcément les first movers. Et il y a un manque d'éducation à ce niveau-là, mais c'est assez compréhensible parce qu'il y a le principe même de la protection des investisseurs qui fait que, en fait, quand on va aller pousser l'idée d'investir dans un instrument financier tokenisé,
la première réflexion et la réponse de l'investisseur, ça va être de dire est-ce que c'est de la crypto? Faut leur expliquer que la tokenisation d'actifs, c'est pas de la crypto, mais ça baigne dans le même univers. Ensuite, il y a des questions qui remontent sans cesse sur la réglementation, sur les tiers de confiance, bien évidemment. Et du coup, pour pouvoir répondre à cette demande des émetteurs, il va falloir qu'on éduque beaucoup les investisseurs et il faut qu'on leur donne, je dirais, de la confiance. Et l'investisseur, pour qu'il soit en mesure d'investir dans des actifs tokenisés, et là je parle d'investisseurs institutionnels, il va falloir avoir un cadre clair, sécurisant et aussi des rendements. Parce qu'un investisseur va dire concrètement je suis prêt à investir, mais si c'est sous un format tokenisé, quelle est la différence avec le format classique? Parce que aujourd'hui, vous allez venir me proposer non pas des actifs de premier rang, mais des actifs illiquides. Parce que les émetteurs, bien évidemment, ceux qui souhaitent lever de la liquidité, c'est pas sur des actifs liquides, ils vont vouloir sortir des actifs illiquides. Et c'est là le problème, c'est réussir à créer un bridge entre des actifs réels pour lesquels il y a peu de liquidité et des investisseurs qui sont encore frileux sur la technologie, mais aussi sur les actifs. Merci beaucoup. En l'occurrence, sur les investisseurs, c'est évidemment le sujet est majeur et il rejoint ce qu'on a discuté, ce dont on parlait tout à l'heure, sur le fait qu'il est important que les interlocuteurs n'entendent pas parler de tokenisation, encore moins associent ça aux cryptos, et ne voient que les avantages. Et donc, il va, falloir développer les avantages côté user experience, potentiellement aller plus loin, nous on en est convaincus, sur notamment les histoires de collatéralisation. Les investisseurs, ils viendront quand ils y verront leur avantage, bien entendu, et c'est en train d'arriver, et ça devrait accélérer. Ramzi, quels sont selon toi les défis à relever côté banque par rapport à la tokenisation, et comment les banques vont procéder de manière générale pour que ce marché décolle? Alors, je dirais que le défi principal, ça va être celui de l'acculturation. Parce qu'on a quand même beaucoup d'acteurs au sein même de la finance qui continuent à assimiler la tokenisation d'actifs à des cryptos. Donc ils n'arrivent pas à dissocier encore les deux sujets. Il y a quand même beaucoup d'éducation qu'on fait aujourd'hui à ce niveau-là pour faire comprendre aux investisseurs qu'il faut vraiment mettre de côté ce sujet crypto avec lequel ils sont bien évidemment pas très confortables. Après, un des autres défis, ça va être la réglementation qui, malgré quelques avancements, n'est pas encore bien appréhendée par l'ensemble des acteurs de la finance, et qui souhaitent en fait que de gros acteurs soient des front-runners, comme par exemple BlackRock avec les ETF sur crypto. Donc l'accélération, je dirais, et le momentum va venir de ces gros acteurs qui sont front-runners aujourd'hui sur le marché. C'est eux qui vont ouvrir les portes, c'est eux qui vont avoir des audits des régulateurs, et c'est eux qui vont faire en sorte de comprendre un peu mieux et de pouvoir rejoindre le wagon. Après, élément aussi très important, c'est l'infrastructure. Bien évidemment, quand on parle de tokenisation, il faut une infrastructure qui permette à une banque d'avoir l'ensemble des outils pour pouvoir tokeniser de bout en bout. Aussi bien une solution de custody que des marchés secondaires. Et je pointe le point du marché secondaire parce que je trouve que c'est le plus critique, parce que la réglementation qui se développe donne un peu plus de confiance et elle va nous permettre d'avoir des marchés secondaires plus dynamiques. Et un des freins que j'ai oublié de mentionner lors de ta précédente question, les investisseurs, ce qui les inquiète quand on leur parle de tokenisation, c'est le marché secondaire. J'investis dans des actifs tokenisés. Est-ce que j'ai un marché secondaire? Parce qu'il ne faut pas non plus que je me retrouve collé
Parce que sinon, en fait, je vais aller investir sur d'autres types de produits où je sais qu'il y a des marchés secondaires et où je vais pouvoir demain trouver potentiellement un acheteur. Donc ça, c'est un défi. Et le problème, c'est que il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui souhaitent tokeniser et qui ont ce frein-là parce qu'ils ne vont pas forcément être autorisés à avoir un marché secondaire sur les actifs qui souhaitent tokeniser et juste avoir un tableau d'affichage. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut que la réglementation soit un peu plus, je dirais, supportive à ce niveau-là. Mais ce qui me réconforte, c'est qu'on voit de plus en plus d'acteurs de ce monde de la blockchain qui demandent des agréments, par exemple de type OTF, pour pouvoir lancer des vraies plateformes de marché et offrir de la liquidité derrière dans un cadre très régulé. 100% en phase avec ce que tu dis, et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait à la précédente table ronde, c'est qu'également, quand bien même effectivement il y a besoin que se développent ces plateformes de marché secondaire régulées, maintenant on peut déjà bénéficier d'un certain nombre d'avantages de la tokenisation avec du tableau d'affichage qui est insuffisant, on est complètement d'accord. Mais si un actif est tokenisé maintenant, il pourra, quand les plateformes de marché secondaire seront plus largement disponibles, les revendre dessus. Et je rajouterai un dernier point sur les tiers de confiance pour pouvoir bâtir toutes ces infrastructures et aussi un certain nombre de fonctionnalités. Il faut qu'on puisse se reposer sur des acteurs qui apportent je dirais un certain niveau de confort. Et ce qui s'est passé au cours de ces 2 dernières années, notamment avec FTX, ça aide pas à avoir de la confiance dans les acteurs aujourd'hui de la tokenisation, mais je pense que ça c'est derrière nous et qu'aujourd'hui on a des acteurs qui émergent, qui travaillent déjà depuis un certain nombre de temps sur l'infrastructure. Et c'est vrai que tous ces acteurs-là, ils s'inscrivent vraiment dans une démarche constructive, une approche régulée, soucieuse de la protection aussi bien des clients émetteurs qu'investisseurs. Puis, pour conclure sur ce point-là, je dirais aussi que les plateformes de tokenisation aujourd'hui qu'on voit sur le marché, ce qui manque aujourd'hui, c'est des acteurs qui maîtrisent, je dirais, plusieurs typologies d'instruments financiers. On voit de plus en plus d'acteurs émerger, mais qui se positionnent sur des niches. Donc on va avoir la plateforme de tokenisation sur des securities, sur des bonds à caractère green, sur des royalties. Mais on n'a pas encore, je dirais, véritablement d'acteurs qui émergent et qui a une vocation à couvrir large. Et c'est la raison pour laquelle les banques se disent faudrait peut-être que je m'associe à un certain nombre d'acteurs de la tokenisation pour pouvoir développer ma propre plateforme, ne pas laisser de fees à mes pairs. Et je pense que demain aussi, le défi, ça va être l'interopérabilité entre les différentes plateformes qui vont être développées par les banques. Absolument. Juste pour revenir sur le point que tu évoquais tout à l'heure, disant effectivement sur la frilosité de certains par rapport en faisant un parallèle avec FTX, etc., de l'importance de rappeler que quand on parle de titres financiers, ce sont des titres financiers. La tokenisation n'est jamais que la solution technologique pour permettre de digitaliser ce titre financier, mais en réalité, ce sont des avantages de digitalisation, simplification d'accès, réduction de risque, etc. Et donc, il y a effectivement un travail côté communication, surtout pour se dissocier de la volatilité crypto. Peut-être Voilà. même, je pense même qu'un des défis, ça va être la terminologie. On l'a vu un peu plus tôt sur les NFT, avec des acteurs qui n'ont jamais employé le terme NFT, ont utilisé plutôt la terminologie de
par exemple carte numérique. Et je pense aussi que la tokenisation d'actifs, il va falloir peut-être utiliser d'autres terminologies, parce que le Web 3, ça fait peur. Et avoir une interface Web 2 et parler simplement de digitalisation, ça aide à l'adoption. C'est notre discours complètement à 100%. Testé sur le terrain, il faut absolument faire ainsi. Merci Ramzi. Adrien, de la même manière, quels sont les défis que tu vois, toi, qui restent à relever pour que le monde de l'investissement privé s'empare pleinement de la tokenisation d'actifs? Oui, donc effectivement, là je rebondirai sur ce qui vient d'être dit, puisque je pense que je suis exactement aligné sur ce que tu as dit aussi, c'est que déjà quand on parle de tokenisation, moi on n'en est qu'au début, parce que quand on prend un peu de recul, le Bitcoin existe depuis pas si longtemps, comparé aux autres instruments financiers. Quand on prend aussi un peu de recul, la tokenisation ou toute cette terminologie, ces surcouches technologiques existent depuis encore moins longtemps. Et donc on est qu'au-balbutiement, et il y a encore des usages qui n'existent pas et qui mériteraient à être intégrés. Donc on a parlé du marché secondaire premièrement, ça c'est une réalité, mais il y a aussi d'autres points, notamment quand on émet des obligations, il y a toute une réglementation sur les obligataires qui doivent être réunis sous forme d'une masse obligataire, c'est-à-dire qu'ils sous forme d'assemblée générale pour protéger leurs droits en tant qu'obligataires. Et cet usage, par exemple, moi me fait penser à une DAO. Enfin, ça pourrait être tokenisé sous forme de DAO. Et puis, on pourrait très bien imaginer des NFT ou des cartes numériques, ou si on veut une terminologie plus en phase avec moins technologique, on pourrait très bien imaginer que d'avoir finalement ces intérêts qui soient regroupés et matérialisés sous cette forme, que les personnes puissent se regrouper leur assemblée générale. Il y a le marché secondaire aussi qui est effectivement le vrai sujet, puisque en matière d'investissement, le plus gros risque et souvent le plus sous-estimé, c'est le risque d'illiquidité. Voilà, on s'est tous fait piéger, enfin peut-être pas tous, mais moi en tout cas, dans des investissements où on ne peut plus sortir, puisque il n'y a pas de personne ne veut le racheter, ou c'est trop compliqué réglementairement de le faire acheter, notamment des REIT non cotés américains. Et donc, il y a cet enjeu de liquidité. Et là, effectivement, avec ce régime pilote, et on verra ce que ça donne, il y a peut-être une porte de sortie, également peut-être une porte de sortie de créer des plateformes décentralisées, comme Uniswap, mais pour Security Token, mais sur le protocole de type ERC 1400, où les personnes qui pourraient accéder à ces DEX seraient uniquement celles qui sont KYC. Et là, en fait, il y aurait potentiellement une niche réglementaire à exploiter sur certaines conditions peut-être complexes. Mais néanmoins, voilà, donc en fait, il y a quelques solutions. La tokenisation répond à un certain nombre de problématiques. Et moi, je pense que vraiment, dans le cycle d'investissement, si on rajoute cette surcouche, notamment avec de masse d'obligataires, cette surcouche de marché secondaire, etc. En fait, on pourrait arriver à une efficience exceptionnelle, puisque tout serait centralisé au sein d'une même technologie. Donc en fait, j'ai pas envie de dire, pas utiliser un terme trop fort, mais on va supprimer un certain nombre d'intermédiaires. Là, je refais le parallèle en matière de fonds d'investissement. Dans les fonds d'investissement, il y a énormément d'intermédiaires. Il y a les promoteurs, il y a les custodians, il y a les agents de transfert, toute une série de professionnels, des auditeurs, et qui, chacun, il faut les payer. Donc, c'est pour ça que les rendements sont réduits. Et quand on regarde les rendements bruts, par exemple, d'une SCPI, en réalité, ils sont de 8%, mais l'investisseur n'a que 3 ou 4%. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, à cause des frais qui sont grignotés par tous les intermédiaires. Et donc, en fait, le grand point que peut résoudre la tokenisation, c'est justement la désintermédiation. Alors bien sûr, il n'y aura pas une désintermédiation totale, puisque comme je l'ai expliqué, il y a quand même un cadre réglementaire, notamment il y a quand même des sociétés de gestion. Des responsabilités. Voilà. Il y a des sociétés de gestion, il y a quand même ce qui, elles, sont auditées. Il y a des distributeurs, donc c'est quand même des conseillers en investissement financier, des gens qui sont capables de distribuer ce genre de produits, mais c'est essentiellement les deux intermédiaires qui peuvent subsister. Voilà. Tous les autres, après il y aura les opérateurs de marché secondaires, effectivement, mais peut-être que dans certains cas,
ce sera fait de manière relativement efficace, et donc du coup, il n'y aura pas, comment dirais-je, déjà actuellement, hein, selon l'expérience que j'ai, ça ne coûte pas forcément très cher de faire lister des obligations. Voilà, c'est pas un coût qui est mirobolant comparé aux autres investissements. Donc j'imagine que des obligations tokenisées ou des produits structurés tokenisés ne sont pas forcément quelque chose d'extrêmement coûteux à mettre en place. Et pour autant, il y aurait à la fois du coup une transparence, une efficacité de gestion, et là, c'est quelque chose qui à l'horizon, parce que la tokenisation existe depuis moins de 10 ans, je pense que dans les 10 prochaines années, il y aura un écosystème qui sera vraiment mature et qui permettra d'avoir complètement, de tirer parti à 100% de cette technologie. Merci beaucoup Adrien pour ce retour extrêmement intéressant. Et pour finir avant la conclusion, un petit peu la même question auprès de Vincent par rapport à quels sont les défis à relever, comment vois-tu que l'industrie doit ou va procéder pour que ça décolle, que la tokenisation décolle pour l'industrie? Ben, je pense que ça sera vraiment... la tokenisation, elle va être, de mon avis personnel, ça sera inéluctable. Donc parce que dans l'industrie, c'est surtout les coûts qui sont importants, et aussi les services. Donc ici, grâce à la tokenisation, on augmente les services et on diminue les coûts. Donc c'est vraiment tout ce qu'il faut pour avoir une adoption de masse. Et ici, nous, avec la société Selbar, le but aussi, c'est de vraiment vulgariser cette techno dans tous les milieux, en fait, où les personnes simplement servant une boisson, ils tokenisent sans vraiment le savoir. Donc là, et je pense aussi quelque chose qui est très très important par rapport à la tokenisation, avec le monde, comment il est en route actuellement, avec tout ce qui est intelligence artificielle et autres, c'est qu'on a de plus en plus de difficultés à savoir ce qui est réel et vrai, en fait. Grâce à la tokenisation, on a une vraie authentification des choses, qu'on sait vraiment ce qui se passe. Donc là, il faut de la tokenisation bien faite, bien sûr. Si elle n'est pas bien faite, elle meurt. Mais les tokenisations bien faites et qui offrent les services aux gens, elles vont être complètement pérennes. Donc là, tous ceux qui ne vont pas s'y mettre, ça sera un peu comme Kodak, qui vont disparaître. D'accord, donc ce que tu es en train de dire, c'est qu'en fait, côté industriel, la tokenisation va permettre de pallier aux besoins d'auditabilité, de transparence, qui potentiellement peut devenir de plus en plus compliqué, l'AI, l'intelligence artificielle grandissant. Voilà. Oui. Et les objets connectés qui sont liés à la blockchain, ça permet que on ne sait pas les corrompre, et donc c'est encore mieux on pourra encore mieux suivre les entreprises, parce que c'est les objets connectés qui sont dans les entreprises qui eux, ne pourront pas mentir de ce qui se fait, en fait. Très bien. Merci énormément à tous les trois. Un petit mot de la main de la fin pendant 30 secondes chacun. Le message que vous souhaiteriez passer et qu'on retienne. On va commencer par Hamzy. Alors, je dirais que pour conclure, si je parle au nom des banques, je dirais que l'avenir est assez prometteur. Beaucoup de projets en place, des annonces qui vont être faites, je pense, courant 2024, qui vont aller dans le sens de l'industrialisation de ce type d'initiative. Et je dirais que les banques, on a pour vocation d'être des acteurs de la tokenisation d'actifs, parce que c'est quelque chose qu'on connaît, qu'on sait faire, et on fera en sorte de tokeniser vraiment en étant soucieux de la réglementation. Merci. Adrien ? Oui, donc comme je l'expliquais, actuellement tout ce qui manque, c'est quelques chaînons, mais le travail qui était accompli au cours des 5-10 dernières années est
à l'échelle humaine, ça peut sembler lent, mais en fait, à l'échelle de la réglementation, tout est allé extrêmement rapidement en réalité. Et donc là, les quelques points, marché secondaire, collatéralisation, DAO, etc., lorsque tout ça va être intégré, lorsque des acteurs réussiront à intégrer tout ça de manière efficace au sein d'un seul système, en fait, le gain de productivité va être phénoménal comparé à ce qui existe actuellement. Donc voilà, il manque que quelques chaînons actuellement, mais ça va aller probablement assez rapidement vu ce qui est en train d'arriver actuellement. Formidable. Et Vincent ? Mais voilà, je reprends par rapport aux chaînons, mais je pense que la plupart de ces chaînons existent déjà et donc sont déjà en route. Et donc, comme je disais là tout à l'heure, c'est vraiment, je pense vraiment que je suis confiant par rapport à ça. C'est vraiment inéluctable la tokenisation. Donc là, c'est quelque chose que tout le monde utilisera. Ce qui est bien aussi avec cette technologie, c'est que moi, dans les technos, je suis très branché nature et compagnie. Mais la meilleure des technos, c'est une technologie invisible et efficace. Et donc là, on est quelque chose qui est invisible derrière, mais qui est hyper efficace et traçable. Merci beaucoup à vous trois. C'était extrêmement intéressant. Et merci, je crois qu'on peut les applaudir. Donc s'il y a des questions. Alors, j'avais juste une question. On parle beaucoup, donc merci déjà pour la table ronde, c'était hyper complet depuis ce matin. Par contre, il y a un sujet qu'on n'aborde pas, et qui est qu'on parle de liquidité. Et pour la liquidité, il faut un moyen de paiement. Et pour un moyen de paiement, généralement, quand tu es dans les cryptos, c'est vrai qu'on va sur Ethereum, Bitcoin et tout ça. Bon, on a l'habitude d'avoir ça. Et quand on est institutionnel, il est impensable, à mon sens, d'imaginer que je vais aller sur une place de marché secondaire et espérer avoir un USDC ou un USDT, ou je ne sais pas trop comment il est backé derrière. Donc ma question, c'est et le rôle des monnaies de banque centrale, comment est-ce que vous l'intégrez là-dedans? Qu'est-ce que vous envisagez, tout ça? Donc Ramzi, je crois que c'est pour toi celle-ci. Donc merci Émeric. Pour répondre à ta question, sur les paiements transfrontaliers ou les paiements traditionnels, je dirais, sous un angle tokenisé, c'est des sujets sur lesquels on travaille depuis déjà un moment. Du côté de Natixis, on avait participé au projet Jura, qui était un projet qui visait à faire des paiements transfrontaliers entre la France et la Suisse. Et c'est une dynamique qui se poursuit, parce qu'on a toutes les banques centrales aujourd'hui dans le monde, je dirais plus de 70% des banques centrales qui planchent sur des monnaies banques centrales numériques, donc de la CBDC, pour pouvoir répondre à ce besoin-là, le besoin d'avoir une monnaie qui pourrait être utilisée par les institutionnels sans les désavantages des cryptos traditionnels. Et après, on voit émerger de plus en plus des initiatives aussi bien aux États-Unis qu'en Europe ou en Asie, avec des acteurs qui se mettent en place pour offrir des solutions de cash tokenisé. Donc on a eu des annonces il n'y a pas très longtemps de Citi, qui a mis en place une solution de transfert pour un site qui utilise la blockchain. On a aussi SocGen qui vient de lancer son stablecoin, et je pense qu'à terme on se dirige vers deux setups. Le premier, ça va être des stablecoins ou du cash tokenisé au niveau des établissements financiers, et là forcément il va y avoir des sujets d'interopérabilité, et quel va être le stablecoin qui va gagner entre guillemets la bataille, parce que forcément les instituts ne vont pas s'amuser à détenir 15 000 stablecoins. On va avoir, je pense, des équivalents d'acteurs de la big tech dans la finance sur les stablecoins. Ensuite, on va avoir bien évidemment la monnaie banque centrale qui va arriver très très vite. Et c'est des choses sur lesquelles les banques sont aujourd'hui questionnées. Êtes-vous en mesure de pouvoir processer des émissions tokenisées en y intégrant du cash tokenisé ou de la CBDC?
Et on a vu plusieurs opérations pilotes, notamment en Asie, donc au niveau du gouvernement d'Hong Kong, aussi du ministère des Finances israélien, en collaboration avec le Tel Aviv Stock Exchange. En Europe, des initiatives qui sont poussées de plus en plus par les États, notamment en Suisse, allemand, mais aussi les autorités françaises qui souhaitent aussi que la place financière se mette en ordre de marche. Et aux États-Unis, c'est un peu plus compliqué, mais on a des établissements régionaux américains qui commencent à lancer des projets de tokenisation de cash, mais surtout parce qu'un investisseur, demain, quand il va acheter des actifs tokenisés, si je prends le cas de bonds, je tokenise des bonds. Le settlement time d'un bond, aujourd'hui, c'est à peu près entre 5 et 8 jours. Des opérations pilotes qu'on a vues, je ne vais pas citer les noms de mes confrères, mais ça a été beaucoup des opérations de communication dans le sens où c'est très bien, j'utilise la blockchain, mais j'utilise toujours les rails classiques de paiement, ce qui fait que j'ai tokenisé, mais finalement ça me prend autant de temps. C'est une bonne chose aussi parce nos pairs et l'industrie en général utilisent cette techno et commencent à se familiariser avec la tokenisation. Mais les investisseurs, ce qu'ils nous disent, pour ceux qui sont les plus avertis en Europe, ça se compte même pas sur les doigts de la main aujourd'hui. Ils nous disent, finalement, si je souscris à votre émission de bons tokenisés ou de loans tokenisés, il faut que je sois en mesure de payer avec un moyen de paiement qui puisse me permettre d'être settlé en day one, voire être settlé instantanément. Parce que le pari de la tokenisation, c'est de pouvoir faire du settlement instantané. Et je pense que le jour où on aura cette patte cash et cet atomic settlement qui va être vraiment généralisé, bien évidemment, on va avoir une migration très rapide vers cette nouvelle infrastructure. Merci. Effectivement, je pense que ça va tout accélérer. Peut-être rapidement, une dernière petite question. Si vous pouviez me citer éventuellement les perdants de cette révolution, les secteurs ou les services qui vont avoir des baisses d'activité et donc probablement d'emploi. Je pense que ça va être surtout les intermédiaires, parce qu'aujourd'hui, dans l'industrie de la finance, on a quand même beaucoup trop d'intermédiaires. Et c'est la raison pour laquelle aussi on a beaucoup de réglementations qui visent à encadrer les activités. Mais les grands perdants qu'on aperçoit aux premiers abords, ça va être les custodians, les chambres de compensation et un certain nombre d'intermédiaires financiers. Ils essaient quand même de rester dans la course. C'est qu'aujourd'hui, des Bank of New York Mellon, State Street ou d'autres gros custodians, ils développent des activités de custody sur cryptoactifs pour être en mesure de pouvoir récupérer du business. Donc c'est centralisé. En fait, c'est centralisé, ce qui a vocation à être décentralisé. Et après, même au niveau, je pense, des intermédiaires dans la distribution, des CGPI traditionnels, là aussi, ils veulent se mettre au milieu pour pouvoir dire à l'investisseur, finalement, j'ai fait mon ranking et je te propose ça comme actif tokenisé. Donc je pense les intermédiaires, on en aura toujours. Et la banque, c'est aussi un intermédiaire. Et on aura vocation à être là, mais tout en étant moins visible. Je pense que c'est ça, moins visible. Bien évidemment, la baisse de revenus qui va avoir lieu, elle va être compensée par des économies d'échelle. Et je pense que tout le monde, au final, il sera gagnant. Merci beaucoup. C'est bon. Eh bien, merci pour votre écoute et merci énormément aux panélistes. C'était extrêmement intéressant. Au revoir.